La vie d'Arata Tuma n'a été que douleur, servitude et malchance colossale. Adopté par une famille abusive, traité comme un serviteur, le garçon de 11 ans ne trouvait refuge que dans l'amour de son grand frère Ryo Tuma, la seule personne décente de cette maison. Arata subissait la rage de sa mère adoptive, une méchante qui ferait passer la belle-mère de Cendrillon pour une coach. Ryo lui servait de bouclier, le protégeant et encourageant son rêve, devenir chasseur de démons pour s'échapper un jour, comme un road trip mais avec trauma et monstres. Et quand le destin sembla enfin lui sourire, comme gagner au loto en mieux, il fut choisi par un orbe de rang doré à l'attribut haut, un objet d'une rareté et d'une puissance immense. Mais son bonheur dura aussi longtemps qu'une batterie de téléphone bon marché. Son père adoptif, par pure cupidité et sans la moindre once de bon sens, vola l'artefact et le vendit au puissant groupe Godot pour une fortune. Une trahison familiale classique, sans rédemption et avec bien plus de rage. Sérieusement, où est le personnage secondaire qui apparaît pour tabasser ce type quand on en a besoin? 6 ans plus tard, Arata et Ryo voient à la télé l'ascension de Takoto Gotou, un célèbre chasseur, une vraie célébrité, utilisant l'orbe qui appartenait à Arata. Consumé par la colère, Ryo décide d'affronter l'imposteur. Les frères se rendent au QG de la guilde Deep Blue, espérant la justice, mais ils reçoivent le pack Trahison Premium. Takoto, prouvant que le charisme ne fait pas le caractère, les piège dans une pièce avec une faille démoniaque. Bonne chance pour survivre. Face au danger, la tragédie frappe à nouveau. Dans un dernier acte d'héroïsme, Ryo sauve Arata, mais est frappé par une mystérieuse sphère noire émergeant de la faille. Ce qui suit est un pur cauchemar. Arata regarde impuissant le corps de son frère consumé par une aura sombre. Même au bord de la transformation, Ryo tente de le réconforter avant de perdre son humanité et de devenir un démon grotesque. Arata réalise la vérité. Les vrais monstres ne sont pas que les démons, mais des gens comme Godot qui détruisent des vies sans hésiter. Au comble de son désespoir, dans un pur moment d'éveil de héros, un nouvel orbe noir apparaît devant lui. Arata n'hésite pas. En le revendiquant, il reçoit la bénédiction du royaume démoniaque, obtenant des capacités basées sur la suie et l'accès à un système mystérieux qui le désigne comme exécuteur. Oui, il a maintenant une interface RPG, car apparemment, la souffrance débloque des DLC, mais pas le temps pour un tutoriel, tandis que son frère, transformé, hésite et fuit au lieu d'attaquer. Une partie de lui est toujours là, une nouvelle menace émerge. Une bête hybride née de la faille, blessée, acculée, à quelques secondes de devenir une statistique, Arata s'éveille. Une vague de pouvoir sombre jaillit de son corps, transformant la suie en lames mortelles qui détruisent la créature. À un vrai rebondissement de fin d'épisode. Le système annonce son évolution au niveau 3, mais son corps lâche et il s'effondre inconscient. Peu après, Takuto Goto revient sur les lieux, s'attendant à des résultats faciles. Au lieu de cela, il ne trouve que destruction et traces d'un pouvoir qu'il n'imaginait pas chez ses faibles. Et juste comme ça, le jeu a changé. Arata n'est plus la victime, il est le début du problème. À moins que... Arata rêve de son grand frère puis se réveille en sursaut. Encore un peu perdu, il se souvient et se lève pour chercher son frère. Mais il est interrompu par le cri d'une belle infirmière aux cheveux verts. Elle explique qu'ils l'ont trouvé évanoui dans la rue, blessé par des démons. « Où suis-je » demande le garçon. Elle dit que c'est un centre médical pour exécuteurs. Perdue dans ses pensées, elle lui conseille que les novices devraient rejoindre une guilde. Désolé, dit le garçon se levant en hâte, disant qu'il doit partir. Elle lui dit de se reposer. Arata, patient, s'approche de la porte et surprend une conversation. Un démon est en liberté près du groupe de Godot, poursuivi par un exécuteur inconnu dans les failles. Arata est en alerte. Si c'est vrai, il doit agir avant les guildes. L'infirmière revient, lui demandant s'il a réclamé la récompense, mais il est déjà parti. Arata, tel flash, parcourt les rues, cherchant chaque faille. Puis une alerte retentit, annonçant l'ouverture d'une faille dans la zone d'Asagiri. Sur place, il voit la faille de difficulté bronze. L'association a déjà érigé une barrière. Mon grand frère est peut-être là. Suis-je capable? Le garçon se demande en entrant dans la faille. Dès qu'il franchit le portail, Arata se retrouve dans un désert. Mission, éliminer le boss. Il pense que le boss est le plus fort et qu'il y aura d'autres créatures quand un loup géant de niveau 3 apparaît devant lui. Excité par son premier combat, Arata choisit la lame d'ombre du costume. Ça marche, bloquant la morsure. L'impact le projette en arrière, choqué par la force du monstre. Se souvenant de son entraînement, le garçon charge, déterminé, transperçant le loup de ses coups. Le système l'informe qu'il est passé au niveau 5. Mais avant de célébrer, des bêtes apparaissent autour de lui, prêtes à attaquer. Arata n'en revient pas, surtout dans une faille de bas niveau. Sans autre choix, il les combat, pensant utiliser la même compétence que contre le rat géant. Les loups se précipitent, mais le garçon ne sait pas activer la compétence. Les bêtes le déchirent jusqu'à ce qu'une boule de feu les incinère. Cette compétence, qu'est-ce que c'était? Demande un homme. Arata essaie de comprendre. Cet exécuteur inconnu, Yu, le roux, point levé, est prêt à se battre. Arata le reconnaît. Ryukuji, exécuteur or, feu, membre de la guilde Shin, avec ses coéquipiers argent. Un des 5 empereurs, pense le garçon, alors qu'une horde de démons s'approche du trio qui n'a rien remarqué. Agacé, il lève la main et active sa compétence divine, Ragnarok. Une explosion infernale éclate, rôtissant chaque monstre instantanément. Arata se fiche devant cette puissance, autant...
Oui, quelque chose cloche, dit le roux en s'approchant. C'est quelle compétence demande-t-il en montrant l'épée noire. Le gamin réalise que ses capacités ne ressemblent à aucun des 5 attributs. Léo s'approche, curieux de voir Arata seul. Se sentant dans un Scooby-Doo, le garçon décide de partir. Le voyant reculer, le roux pense qu'un orbe résonne avec le désir. Mais cette épée noire, attends gamin, tu es un irrégulier. Nerveux, Arata balbutie qu'il est pressé. Léo serre les poings. Ordre de t'arrêter, dit-il, s'approchant. Le gamin bloque le coup d'instinct. Qu'est-ce que ce fou fait? Pense le MC. La suie réagit au feu, forçant Léo à reculer. Occupez-vous des démons d'ici, ordonne Léo à ses subordonnés qui craignent que tout finisse en charbon. L'homme du feu déchaîne un barrage d'attaque, forçant Arata à se cacher. Rends-toi ou tu finiras en cendres, gamin. Je dois trouver mon frère, pense Arata, esquivant une vague de feu qui vaporise la roche. Tu ne peux pas fuir mes flammes, gamin. Désespéré, Arata ouvre sa fenêtre de statue, cherchant de l'aide. Le ranger rouge le regarde agiter les mains, se moquant qu'il pense pouvoir se battre. C'est inutile, dit-il, et lance une explosion. Le MC lève un nuage noir, dispersant la chaleur. Les cendres ne brûlent pas 2 fois, crie-t-il à l'exécuteur. Celui-ci répond qu'il n'est pas juste un poulet effrayé. Mais ça, c'est la fin pour toi, gamin, dit-il, activant le feu dans ses poings. Mon frère m'attend, je n'abandonnerai pas si facilement, répond Arata, serrant sa lame. Cette phrase déstabilise Léo. Assez pour qu'Arata s'approche. Qu'est-il arrivé à ton frère? Demande Léo sentant l'impact. Pris au dépourvu, le MC recule, disant qu'il doit partir. Léo dit, si tu veux protéger quelqu'un, monte de niveau coûte que coûte. Tel que tu es, gamin, tu finiras en cendres. Arata lui est reconnaissant et court vers son frère. Les coéquipiers de Léo reviennent, ayant éliminé les démons, se demandant où est le gamin. Léo dit, ce gamin était déterminé, il le regarde. Déterminé, il a failli finir en barbecue. Ordre de partir et d'abattre le boss. La scène coupe sur la guilde Deep Blue. Quelqu'un soupire à l'alarme d'une faille démoniaque. La femme en robe noire demande si Ichika peut prendre le travail. Elle accepte. La scène coupe montrant Arata dans la foule, cherchant des failles. Il a été viré du dernier raid, Léo l'ayant terminé. Le gamin regarde une annonce et marmonne que si un ordre de capture est émis, il ne peut compter sur les guildes. Soudain, une alarme retentit. Brèche dimensionnelle détectée, évacuée jusqu'à l'arrivée des exécuteurs. La panique se répand, mais Arata court vers le danger. Le voilà, dit-il en repérant la faille Kazando, rang bronze. Pensant son frère là, un homme l'arrête, l'avertissant que la zone est interdite. Exécuteur, demande le gars, voyant que le gamin n'a pas d'emblème. Juste un autre exécuteur pathétique qui ne peut même pas battre les monstres. Il dit qu'ils ont ordre de ne laisser personne entrer avant l'arrivée du VIP. VIP, je dois entrer, proteste Arata, comme si ça m'intéressait. Dégage, gamin! Le type grogne. Son ami lance des pics de glace sur Arata qui les esquive de justesse. Je suis pressé, Bonnie et Clyde. Mais si vous insistez, dit le MC, tirant sa lame et chargeant. Viens, monstre! Le chasseur nargue, activant un piège de boue qui immobilise Arata. Arata s'enfonce et le type déclare: c'est la fin pour toi, gamin, minable! Arrêtez! Crie une voix féminine. Ichika apparaît et aide le MC avec ses pouvoirs aquatiques, le libérant. Elle ne comprend pas pourquoi les exécuteurs se battent et comprend qu'ils exploitent la faille. Les deux hommes la raillent. Simple soutien, le costaud lui lance des pics de glace. Surprise, elle lève une barrière d'eau qui renvoie les attaques, râlant. Elle dit au gamin de combattre pendant qu'elle le buffe. Arata hésite, surpris mais accepte. Allons-y, dit-elle, lançant son enchantement. Sentant la différence, le MC fonce à vitesse folle, sidérant les deux idiots. En un clin d'œil, il les terrasse de coups nets et précis avec sa lame sombre. Confus par son agilité, il vérifie son statut et réalise l'énorme boost de ses stats. Tu les as blessés. Ichika demande en s'approchant et Arata explique qu'il a utilisé le côté non tranchant de la lame. Ces types sont de ma guilde, soupire-t-elle. La même guilde que ce bâtard blond, pense Arata. Après s'être entraidés, les deux se présentent enfin. Ichika commence à demander de quelle guilde il vient, quand le duo se lève et s'enfuit, disant qu'ils doivent tout rapporter à Lord Godot. En entendant ce nom, le MC sent sa colère monter. La fille au ruban bleu dit qu'elle rapportera ce qui s'est passé à l'association plus tard. Mais d'abord, ils doivent nettoyer cette faille. Elle dit que des renforts devraient arriver, mais qu'ils peuvent s'en occuper seuls, car elle a l'autorisation de mettre Léo. Arata réalise que ses buffs sont très efficaces, ce qui le rend confiant et excité pour sa première mission en équipe. Reste près de moi, d'accord, ajoute-t-elle, et Arata accepte rapidement alors qu'ils courent tous les deux vers la faille. Le système annonce le début de la conquête de la faille de Kizando, montrant une grotte abandonnée et sinistre. La fille explique que les failles sont des dimensions parallèles et qu'il est impossible de prédire ce qu'ils trouveront à l'intérieur, disant à Arata d'être prudent. Il se concentre sur la recherche de son frère, reconnaissant de l'aide de l'exécuteur et déterminé à faire de son mieux. Coupant ses pensées, un gobelin grotesque apparaît devant lui. Le MC dit que celui-là est de niveau tutoriel, pauvre chose, il ne sera pas dangereux, et lui tranche la tête avec désinvolture. Confiant, il dit qu'il peut gérer ça jusqu'à ce qu'une horde entière apparaisse, pleine d'armes diverses. C'est une braderie ou quoi? Il marmonne, tandis que la fille prépare un enchantement qui booste ses stats.
Attaque, ordonne-t-elle et Arata charge, anéantissant plusieurs gobelins à la fois. Avec moi ce sera une promenade de santé, dit-elle fièrement. Arata la remercie pour les buffs et la complimente, ce qui la rend encore plus suffisante. Le gamin plus raide qu'un PNJ buggé aperçoit une ombre qui s'approche et elle attaque la fille par derrière. Instinctivement, une barrière se forme pour la protéger et en même temps le gobelin est éliminé sans pitié. Surpris par ses réflexes, il admire sa rapidité à décider et activer des compétences, même en soutien. Il doit monter de niveau pour l'égaler, ce qui l'intéresse. Alors en avant, dit-elle, pointant les ennemis. Le MC panique en voyant le nombre. Ichika, excité, lui lance un buff, le poussant à les affronter. Il fonce, anéantit la horde en seconde. Le système confirme sa victoire, niveau 10 et nouvelles compétences débloquées. Soudain, un groupe de gobelins encore plus grand apparaît, bloquant toute fuite. Ichika voit que les ennemis ont doublé. Les attaques simples ne suffiront plus. Arata découvre sa nouvelle technique, parfaite pour la longue portée et le contrôle de foule. Il concentre son énergie et lance une vague noire qui transperce les monstres. C'est fou, dit la fille, impressionnée par ses dégâts. Ils décident d'avancer, mais sentent une présence massive venant du fond du couloir. Le boss doit être par là, dit-elle, avançant prudemment. Au bout du chemin, ils trouvent une figure armée sur un trône improvisé. L'énorme ogre se réveille en les voyant et pousse un rugissement. Erada tente de rester calme alors que l'ogre marmonne étrangement. Sa lance projette des éclairs partout, inondant la grotte. Ichika lève une barrière d'eau, mais l'attaque est si forte que le bouclier se brise, la projetant en arrière. Elle doute que le boss soit de rang bronze. Sans pause, l'ogre lance une autre attaque électrique. La fille prend les devants et crie à Erata d'utiliser l'ouverture, malgré son inquiétude. Il hésite une seconde, puis s'avance, tournant autour du monstre. Au moment parfait, il utilise sa compétence à longue portée et détruit la lance, la faisant tomber de la main de l'ogre. Furieuse, la créature réagit et lui jette le manche brisé. Erada panique alors qu'il lui transperce la poitrine, lui infligeant une blessure fatale. Ichika se précipite et lève son bouclier, tentant de le soigner avec de la magie de soin. L'eau apaise ses blessures, le garçon grogne de douleur, luttant pour rester conscient. C'est juste un traitement d'urgence, prévient-elle alors que l'énorme ogre charge à toute vitesse. Il panique en le voyant serrer les poings et frapper la barrière sans arrêt. On doit l'arrêter, dit Ichika. Arata repère une faille dans l'armure du monstre. Profitant de la distraction des coups, il décide de courir, mais le boss le remarque et tente de l'arrêter. En s'approchant, le MC frappe la jambe de l'ogre, lui arrachant un morceau et le figeant un instant. Voyant l'ouverture, il concentre la suie dans sa lame d'ombre. La fille booste ses stats, lui criant de tout donner. Hirata, confiant, charge le géant de toutes ses forces, sautant sur l'ogre. De toute sa puissance, il abat la lame sur la tête du monstre, mettant fin au combat instantanément. Une notification confirme la fin du combat. Il est passé au niveau 13. La jolie fille accourt, félicite notre héros et il se tape dans la main. Il décide de partir vite car la faille commence à se refermer. De retour en ville, Erada examine les résultats de la mission, déçue de n'avoir pas trouvé son frère. L'épuisement le frappe, il s'effondre. Inquiète, la fille au ruban décide de l'emmener. Il accepte sans discuter. Ils arrivent au bâtiment de la guilde Deep Blue. Ichika lui donne des vêtements propres et lui dit d'attendre pendant qu'elle va faire son rapport. Le temps passe et Arata, ne sentant plus la suie, décide de regarder autour de lui. Soudain, une femme aux cheveux verts passe en courant, trébuche et tombe juste devant lui. Le garçon la rattrape. Il s'excuse, les yeux dans les siens, tandis qu'elle l'examine attentivement. Gêné, il se ressaisit et s'enfuit. Il réalise alors, c'était sûrement la maîtresse de la guilde Deep Blue. Confuse, la femme se demande qui était ce garçon. À son bureau, elle retrouve Ichika et la remercie. La maîtresse, voyant qu'elle est agitée, la regarde déballer la mission. Calmée, Ichika explique que le blond accaparait la faille démoniaque. La chef pense qu'il faut agir contre Godo et s'interroge sur le garçon mystérieux. Erada marche en ville, pensant à sa rencontre avec la maîtresse de guilde. Puis il voit un énorme incendie, un exécuteur lève une barrière pour protéger un enfant. Ému, Arata fonce vers le feu. Un chien démon à deux têtes crache des flammes. L'homme, submergé, voit son bouclier céder. Un nuage noir étourdit le monstre et un coup puissant le frappe. L'homme panique face à cette puissance sinistre. Contrôlant la suie, le garçon invoque sa lame d'ombre et s'interpose entre la bête et eux. Le monstre charge, mais Arata ne bouge pas. Au moment parfait, il porte un coup précis, tranchant la créature en deux, finissant le combat. Loin, un homme mystérieux observe tout avec intérêt. Au siège de l'association des exécutifs du Japon, le conseil des 5 cieux est annoncé. Voici les 5 exécutifs d'or du pays. Jinosuke Dogami, Guilde Seiwa, Leo Raizaki, Deep Blue, Takuto Nagihara, Guilde Sukyu, et Shion Inomori, Guilde Kaizen. Le grand demande l'augmentation des failles anormales dans la région. Léo dit que les failles de bas niveau crachent un nombre inhabituel de monstres. Ray ajoute que des boss de rang élevé apparaissent. La rousse dit que ça rendra l'exécuteur plus fort. Le jeune aux boucles d'oreilles se moque. Agacé, il crie sur le type, qui ne bronche pas. La fille aux cheveux verdâtres demande la fréquence des anomalies. Un décalage dimensionnel est en cours, cause inconnue. La chef demande de rapporter toute nouvelle info. Il aborde le sujet. Un irrégulier a été repéré. Il se déplace entre les failles sans autorisation ni enregistrement.
La femme le mentionne, suspect avec ses étranges capacités. Le fanboy le reconnaît de sa dernière aventure. Ray pense que si son pouvoir est différent, le gamin n'appartient à aucune guilde. Takuto l'interrompt. Il pourrait être du côté des démons, et tous se tendent. Léo essaie d'apaiser les choses. L'ayant déjà rencontré, il n'y croit pas. Il dit que le type semblait passionné. Le jeune exécuteur rit, disant que c'était une blague. Ça énerve Léo et le rend méfiant. Dogami met fin au débat. Capturer le gamin est facultatif, pas assez de preuves. Juste le surveiller. S'il est si important, il réapparaîtra, dit la dame. Elle se lève pour partir, ayant plus urgent, quand une caméra attire son attention. Elle filmait la réunion. L'enregistrement, avec ses infos, était visionné par le chasseur Godot, dans son bureau. Un irrégulier que même les 5 cieux jugent problématique, dit le gosse. Si je le capture, mon influence dans l'association va exploser. Puis il récapitule ce qu'il sait. Le garçon avait des pouvoirs de suie, l'autre est sûrement devenu un cadavre démoniaque. Si c'est le cas, je sais où il va. Je vais régler ce petit problème, dit-il en partant. La scène coupe sur une foule paniquée, une faille est apparue. Notre héros court vers la brèche quand quelqu'un l'arrête. Reconnaissant le blond, il hurle son nom, furieux. Je me doutais que tu serais là, dit-il, moqueur qu'il soit vivant. Hirata réplique, lui disant de ne pas le gêner. Goto plaisante sur l'état du frère d'Hirata. Maintenant, une horrible créature. Je vais en finir avec cette chose immonde, dit-il, concentrant son pouvoir. Fou de rage, le garçon rugit. Ne t'approche pas, et lance une frappe énorme. Gotu observe l'aptitude, confirmant un nouvel attribut. Puis il tranche l'attaque sans effort. Furieux de son erreur, notre héros charge, serrant sa lame. Trop lent, Gotu le nargue, posant comme la liberté en invoquant un dragon de glace. Notre héros bloque l'attaque, calme, puis se pose. Le blond, sosie de Gixis Tentation, rit, le raillant de son inutilité. Erada se plaint, regrettant de n'avoir pas plus amélioré son niveau. Gotu est surpris de le voir debout, de la suie s'échappant de sa lame. Le garçon bouge, répandant un nuage qui bloque la vision. Pris au dépourvu, le chasseur esquive une attaque in extremis puis disperse la suie avec son épée de glace. Le héros saute par-dessus les ombres et abat une frappe foudroyante créant une onde de choc. C'est la fin pour toi, hurle-t-il, Gotu déclarant vouloir contrôler Deep Blue et l'association. Je ne te laisserai pas, riposte Arata repoussé. Tu es ma proie, gamin, continue Gotu. Arata répète, mien. Puis il explose de rage, une énorme aura noire jaillit. Il crie, c'était à moi, c'est ta faute. Il charge l'exécuteur hors de contrôle, bloquant les coups et évaluant la ténacité du nouvel éveilleur. Il recule, dit qu'il est temps d'en finir. Puis il gèle la zone, piégeant Erata. Pris au dépourvu, Erata voit des pics de glace voler droit sur lui. Plusieurs le frappent, l'assommant. Gotu s'approche du corps, prêt à l'achever, quand une vague d'énergie le frappe par derrière. Non loin, les deux chasseurs de Deep Blue apparaissent. Quel désordre, dit Rei. D'un ton menaçant, elle demande à Gotu ce qu'il fait. Il est surpris, elle le suit à la trace depuis un moment. Le blond ricane, ce gamin est un irrégulier. Rei le réprimande. C'est comme ça que tu gères ça? Pendant ce temps, Ichika se précipite vers le garçon. Rei l'examine, le reconnaissant. Ichika lance son sort de guérison sur Arata qui commence à se réveiller. Confus, il ne sait plus où il est, ni ce qui s'est passé. Ichika s'inquiète en l'entendant marmonner. Secoué, il s'évanouit. Le malfouet du Deep Web demande s'ils vont protéger le gamin et s'opposer à l'association. Rei le corrige, elle prendra le garçon en charge, le gardera sous surveillance et rapportera à l'association. Goto tente de discuter mais Rei le coupe. Ichika va l'aider à nettoyer ce désordre. Il la nargue. Garderas-tu cette attitude face à un chasseur de rang or? Il s'approche, disant qu'avec le groupe financier Goto, il pourrait grandir. Agacé, Rei le prévient de ne pas s'approcher. Il recule et part, disant qu'elle le regrettera. Secoué, Rei dit à Ichika d'aller au centre médical avec le garçon. Là, le garçon se réveille et voit la fille à côté de lui. Elle le taquine de s'être encore évanoui. Quoi? Tu collectionnes des chutes? Tu pourrais faire un album maintenant? Elle se lève et dit qu'elle va chercher la maîtresse rapidement. En courant dans le centre médical, elle marmonne que la maîtresse est sérieusement étourdie jusqu'à ce qu'elle la trouve totalement perdue dans le couloir. Ichika traînerait comme une tondeuse, tandis que la maîtresse se plaint que les panneaux sont déroutants. Ichika est stupéfaite, demandant comment quelqu'un d'aussi fort peut se perdre si facilement, et Rei encaisse juste la tirade. Elles entrent dans la chambre des garçons, et Ichika lui demande pourquoi il s'est enfui ce jour-là et pourquoi il a combattu Goto. Arata commence à bégayer, mais Rei intervient et explique que l'association le qualifie d'irrégulier. Elle dit que s'il s'enregistrait, il serait plus en sécurité et aurait du soutien. Alors elle demande s'il y a une raison pour laquelle il ne s'enregistre pas. Hirata ne sait pas quoi dire et Rei lui dit qu'il sera gardé sous surveillance. Hirata essaie de parler à nouveau mais il pense que cela pourrait mettre son frère en danger. Voyant son hésitation, Rei suggère d'aller ailleurs. Hirata a l'air confus tandis qu'Ichika applaudit, sachant déjà où elle se dirige. Coupée au centre-ville. Elles sont sorties pour un barbecue. Émerveillé par la nourriture, Hirata pense qu'il a réussi à esquiver les questions. Ichika lui dit qu'il a besoin de se reposer et de manger. Il est presque étrangement excité en voyant un morceau de viande juteux, décidant de simplement profiter du moment. Elle dit que la guilde paie tout, alors il devrait se donner à fond. Erada se demande s'il mérite vraiment une telle hospitalité, mais cède et se régale de toutes ses délices.
Les deux sont heureuses de le voir de meilleure humeur. Bien qu'il ne puisse se retenir, il réalise que cela aurait pu être sa vie s'il avait eu cette orbe d'eau. Rei s'excuse pour tout à l'heure et dit qu'il peut demander n'importe quoi. Ichika dit qu'il a beaucoup de chance que la maîtresse le permette. Alors le MC demande comment les membres de la guilde trouvent les failles démoniaques. La maîtresse explique que prédire une faille, c'est comme prédire un tremblement de terre. Les perturbations magnétiques et distorsions gravitationnelles aident à repérer les failles, mais c'est précis à 60% seulement. Erada comprend. Une alarme les coupe, c'est une alerte de faille. Une faille s'ouvrira à Nogawa dans 1 heure. Sérieux, Rei dit qu'il n'y a pas de temps, c'est une faille argent. Elle veut appeler la fille, mais Erada l'interrompt. Il veut aider. Voyant la détermination d'Arata, le maître les envoie tous les deux, leur disant d'être prudents. Le garçon se lève, confiant, il va nettoyer cette faille avec Ichika. Il se dirige vers l'endroit où la faille doit apparaître et la repère. C'est la faille démoniaque de Darsa, difficulté argent. Ichika espère que le gamin est prêt. Il sprinte vers le danger, lançant la course. À l'intérieur, il trouve des ruines et des débris. Le garçon est confus. La fille explique que beaucoup d'endroits disparaissent après le boss, mais celui-ci est une exception. Il dit ne voir personne quand Ichika lui intime de se taire. Une explosion retentit devant eux, un énorme ver des sables apparaît, il les attaque puis replonge sous terre. Elle lui dit d'écouter, il y a sûrement plus d'un ennemi. Arata réalise qu'ils sont encerclés, il gère, il pose sa main au sol, utilisant la suie pour sentir les vibrations du sable et deviner d'où les monstres frapperont. Un endroit se distingue et avant que la créature ne sorte, Arata la frappe. Ichika est surprise de sa rapidité. Il explique qu'à l'hôpital, il a appris à voir ses capacités et à comprendre ce qu'il pouvait faire avec la suie. La suie ne sert pas qu'à combattre, elle a plein d'usages. Elle sourit et dit qu'avec ça, il pourrait nettoyer cette faille. Le gamin attaque sans arrêt jusqu'à ce que le dernier monstre tombe. Il dit que le boss est le seul. En avançant, elle lui dit de ne pas baisser sa garde. Ils sont impressionnés par cet immense lieu, tel un temple. L'ambiance change dès qu'ils sentent une intention de tuer. Un monstre géant surgit du sol et attaque. Ils esquivent et Arata demande si c'est un autre ver. Ichika le corrige, il est plus grand et a un dard mortel. Arata va être frappé, mais il dit que le même tour ne marchera pas 2 fois et lance une entaille sombre, arrachant la queue. Il dit que se cacher dans le sable est inutile. Sa suie peut aller sous terre pour suivre le monstre. Elle le félicite, il est devenu fort très vite. Erada pense avoir de la chance de l'avoir. Distrait, il ne voit pas le monstre détecté avant qu'il ne surgisse devant eux. C'était le boss de la faille. Un scorpion géant de niveau 29, Ichika crie que même sans sa queue, ses griffes sont très dangereuses et elle le protège d'un coup. L'impact est lourd et Erada en profite pour attaquer. Le boss lève son énorme griffe et le frappe, il esquive de justesse. Puis quelque chose apparaît sous ses pieds, des plateformes d'eau. Utilise-les, crie Ichika. Arata la remercie, saute haut et frappe la carapace de la créature. La bête s'écrase au sol, vaincue. Ichika accourt, le félicite. Il célèbre, mais quelque chose cloche. La notification système n'apparaît pas. Le garçon se demande si cette faille ne disparaît pas après le boss. Une voix résonne derrière eux. Elle dit qu'il était vaincu dès la perte de sa queue. Mais c'était amusant, ajoute la figure. Il panique, c'est un cadavre démoniaque et ils parlent leur langue. Le démon demande s'ils ont aimé sa marionnette. Ichika panique. Un démon peut contrôler les monstres. La créature lève la main, il reste les griffes. Même en morceaux, le monstre vaincu se redresse et les charge. Ils réagissent instantanément avec un combo et le détruisent. Le démon, agacé par la chute de sa marionnette, décide qu'ils seront ses nouveaux jouets. La fille le regarde avec dégoût alors qu'il ouvre une faille. Il les attendra à l'intérieur s'ils osent. Il réalise que ce démon contrôle entièrement la dimension. La faille est différente mais nous n'avons pas le choix, dit Ichika en entrant. À l'intérieur, un château sombre, comme ceux du monde humain. Une créature les observe puis les attaque. Arata réagit d'instinct, la bombarde de suie et la met à terre. Choqués, ils voient une horde de démons apparaître. Entourés, ils activent leurs compétences et se préparent. Avec sa lame sombre, Arata frappe sans arrêt pendant qu'Ichika le booste. Trop nombreux, il faut partir, crie-t-elle. Ils courent vers la porte des monstres à leur trousse. En entrant, le cadavre démoniaque les attend. J'en avais assez. Ils se tendent quand il dit avoir des sbires. Ichika réplique. S'ils le battent, les sbires disparaîtront. Le démon, se léchant les lèvres, dit qu'il n'a plus à se retenir. Puis il rugit. Montrez-moi votre désespoir. La fille leur dit de l'ignorer. Arata demande « Pourquoi transformer des cadavres en sbires ?» Le démon répond avec une cruauté froide. « Les contrôler est amusant, les humains sont pareils, faits pour être dominés. Je ferai de vous mes jouets, » dit-il levant les mains. Ichika est furieuse. Le MC veut poser une question rendant le monstre curieux. Il demande « Savez-vous transformer un cadavre démoniaque en humain ?» La fille est choquée. Le démon rit. « Tu veux ramener quelqu'un ?» Arata s'énerve, exigeant une réponse. Le démon se lève, une énergie rouge dans les mains et dit qu'il ne répondra qu'après avoir joué. Ce pouvoir se répand et Arata réalise que c'est du sang. Les gouttelettes rebondissent à toute vitesse, le forçant à utiliser sa suie. Il est blessé et Ichika lui crie d'être prudent. Un chevalier blindé profite de l'ouverture et attaque. Arata ne peut réagir, mais une barrière bloque le coup fatal. Ichika le protège, mais ce sort l'épuise. Blessée, elle dit que ça va et lui dit de se concentrer sur le démon. Elle retiendra les chevaliers blindés.
Erato accepte et fonce vers le cadavre du démon. La fille active une compétence pour se soigner, pensant qu'avec tant d'ennemis, il n'y a qu'une solution. Elle saute, tourne en l'air et déclenche une attaque chargée, mélangeant énergie et eau. Des jets d'eau jaillissent, anéantissant des monstres. Elle en voit beaucoup tomber, mais d'autres reviennent déjà. Déterminée, elle dit qu'elle peut le faire autant de fois que nécessaire. Pendant ce temps, Arata s'approche du démon qui remarque la suie. Il mélange la suie au sang, le durcissant pour bloquer les gouttelettes. Le démon dit qu'Arata est de ce côté. Arata s'arrête, confus. Le démon continue. Dehors, beaucoup se passe, mais rien n'importe ici. Mon sang ou ta suie, un seul de nous gagne. Puis il lève des gouttelettes de sang et les lance à toute vitesse. Hirata concentre sa suie et tire une rafale, brisant l'attaque. Le démon forme une épée de sang et se précipite sur lui. Hirata bloque le coup rapide en contrôlant sa suie. La créature est surprise de sa réaction. Hirata continue de se défendre contre les fouets de sang. Les attaques deviennent frénétiques, un enchevêtrement de coups et de blocages. Hirata atteint ses limites. Le démon le remarque agacé et dit qu'il veut plus d'excitation. Il décide d'attaquer la fille en premier. Un fouet de sang frôle Hirata. Il se tourne pour la prévenir, mais un coup mortel le frappe dans le dos, le prenant au dépourvu. Du sang jaillit, il tombe. La chose s'approche, lui dit de faire plus attention. Tenant le fouet de sang, elle dit, ravie que le garçon soit son serviteur, et porte le coup de grâce. Soudain, Ichika apparaît et lève son bouclier d'eau, bloquant le coup. Concentrée, elle fige le démon une seconde. Fermement, elle crie « Si tu veux te battre, tu vas être servi !» La fille soigne Hirata, pensant qu'il se réveillera. Le démon la nargue, disant que le garçon est sûrement mort et qu'elle est chanceuse d'être protégée. Ichika se sent mal, ses mots ravivent des souvenirs de son passé. « Ça va aller !» Une voix avait dit, alors qu'elle pleurait, terrifiée. Un garçon était tenu par un horrible monstre. Il a dit à sa sœur de courir. Figée, elle a vu le monstre le soulever. Elle essaie de parler, mais le monstre serre fort, prêt à mordre. Le garçon panique jusqu'à ce que sa sœur hurle son nom, Minato. Le sang gicle, la laissant sous le choc. Ichika revient à elle, respire et décide qu'elle ne fuira plus. Elle charge l'ennemi. Déterminée, elle n'est plus la petite fille faible d'avant. Le démon la voit, fouette avec du sang. Elle sera sa prochaine marionnette. Au dernier moment, elle lève un bouclier d'eau et bloque. Gru, fixé sur ses sbires, rit en voyant que c'est de l'eau. Il martèle le bouclier, poussant la fille à bout jusqu'à ce qu'il se brise. Elle contrôle l'eau autour d'elle, disant que c'est un élément flexible, et la mélange au fouet de sang. La créature est impressionnée, mais dit qu'il peut faire bien plus de sang. Ichika sent la panique. Hirata se réveille et la demande. Elle lui tend une sphère d'eau, lui disant de la mélanger à sa suie pour plus de puissance. Il s'exécute pendant que le démon tente de les arrêter. Hirata réagit vite, combinant les deux pouvoirs en un combo de coups. Les attaques s'enroulent autour des fouets de sang, atteignent le monstre et le piège. Ichika crie de joie en voyant que ça marche. Profitant de l'ouverture, Hirata se précipite et assène un coup puissant avec sa lame sombre. Le monstre crache alors de la sauce tomate assaisonnée. Il est étrangement excité de les voir se battre, combinant leur pouvoir à son pouvoir de sang. Il le fixe. Il dit n'avoir jamais su que dominer et exploiter les gens, et qu'il ne semblait pas être ce genre de personne. Dans ses souvenirs, quelqu'un demande « Où vas-tu, Valgado ?» Il répond que c'est peut-être un mauvais moment, mais que ce n'est pas son problème. Une silhouette enveloppée de flammes noires le défie. « Tu vas abandonner ta loyauté ? Ce sera ta perte. » Valgado hésite un instant mais quitte la pièce, abandonnant cet être puissant. De retour au présent, il admet que ce type avait vraiment prédit sa fin. Hirata s'approche sans pitié et exige qu'il réponde à la question précédente. Valgado rit, disant que l'accord était qu'il répondrait si le gamin gagnait. Hirata s'énerve, redemande, puis Valgado dit qu'un moyen de transformer un cadavre de démon en humain n'existe pas. Il éclate de rire. Une fois transformé, on ne revient jamais en arrière, peu importe ce que tu fais. Arata est complètement stupéfait. Le démon continue de rire et de se moquer d'Arata, jusqu'à ce qu'une notification système apparaisse, disant que le garçon est passé du niveau 15 au niveau 21. Ichika lui demande s'il va bien car il reste là, totalement figé. Puis elle remarque un objet tombé, quelque chose de rare qui peut donner une compétence. Elle le lui offre, lui disant de le prendre, mais il s'énerve en réalisant que la compétence est le contrôle des sbires du monstre. Il décide qu'il ne deviendra jamais un gestionnaire de zombies. Le système explique que la compétence permet de réanimer et de contrôler tout être vivant mort, les rendant totalement obéissants à l'utilisateur, et elle est également accompagnée de certaines améliorations. Le système annonce que la faille est nettoyée, et la scène montre Hirata et Ichika déjà de retour en ville. Le garçon est bouleversé par tout ce qu'il a découvert pendant qu'elle essaie de le réconforter. Triste, il dit que malgré tout, il veut toujours sauver son frère car son frère était tout dans son monde. Ichika ne sait pas quoi dire et aimerait bien avoir un buff émotionnel en ce moment. Pendant ce temps, au bâtiment de la guilde Deep Blue, Rei conclut que si les capacités d'Hirata viennent de cadavres de démons, il devrait le capturer et le surveiller. Ichika bondit furieuse disant qu'Hirada ne ferait jamais de mal à personne et elle le sait car elle a combattu à ses côtés. Très sérieuse, elle regarde sa maîtresse et dit « Si quelque chose arrive, c'est moi qui l'arrêterai ».
Rei observe la réaction de la jeune fille et dit qu'elle comprend. Puis elle dit à Ichika de rentrer se reposer pendant qu'elle vérifie avec l'association, laissant la jeune fille galvanisée. Loin de là, Erada rentre chez lui. Il trouve la maison sale et abandonnée, personne n'y est venu depuis longtemps. Il regarde sa chambre vide, ressentant l'absence de son frère. Les mots du démon résonnent en lui, mais Erada n'abandonne pas. Puis il remarque une brise froide venant d'une faille démoniaque ouverte dans la maison. Il s'y dirige et entre, pensant que son frère pourrait y être. Le système annonce le début de la conquête de la faille démoniaque. Erada se rend compte qu'il est dans une grotte de cristaux de glace. L'endroit lui semble étrangement familier et immense. Il erre longtemps dans les tunnels, perdu jusqu'à apercevoir un tas de branches et racines brisées. Il réalise alors que cela recouvrait une porte. Pensant que le boss est là, il tire sa lame et dégage l'entrée. En entrant, Erada se fige. Son frère était là, transformé en démon. Le système l'identifie. Boss Adol, niveau 38. Erada est ému de le retrouver. Il l'a cherché partout et n'aurait jamais cru qu'il reviendrait. Il fait quelques pas vers son frère, mais la créature rugit et lui assène un coup brutal, le projetant. Le jeune homme essaie de l'appeler, mais la bête se précipite, lançant une rafale d'attaque. Erada se jette sur la créature, lui parlant, disant qu'il est son petit frère, mais le monstre l'attrape et le projette au sol à nouveau. Sonné, Erada ne sait quoi faire jusqu'à se souvenir de cette compétence. Contrôle de sbire. Debout, il hésite à l'utiliser tandis qu'une silhouette mystérieuse observe de loin. La bête se prépare à frapper, écrasant Erada au sol une fois de plus. Incapable de riposter, il subit un combo brutal, mais pense que comparé à ce que son grand frère a traversé, ce n'est rien. La créature lève son bras pour une frappe chargée, quand un cristal de glace la frappe en pleine poitrine, la faisant tomber. Une voix se moque de lui, disant qu'il jouait encore au chasseur. Pathétique, son vrai héros est arrivé. Erada se retourne et le voit, son prince charmant, Gotu. Il lui crie de ne pas interférer, mais le blond rit, demandant si le jeune homme veut protéger un cadavre démoniaque. Gotu réalise que ce démon était le frère du jeune homme. Erada exige de savoir ce qu'il fait là, et le chasseur répond froidement que c'est le travail d'un exécuteur de nettoyer les failles démoniaques et que le jeune homme, irrégulier et dangereux, doit être surveillé. La créature se relève, Erada tire sa lame sombre. Gotu dit que s'il protège un démon, il est complice et doit être abattu. Erada se précipite mais le blond bloque facilement la frappe. Il se moque, demandant si le jeune n'a rien de mieux. Notre MC dit calmement que son frère traverse une mauvaise passe. Gotu forme un cristal de glace et le lance, frappant le monstre derrière Erada. Le gamin panique, le blond se moque de sa distraction en préparant une attaque. Arata se retourne et la bloque. Gotu paraît son combo lui disant de ne pas jouer les gros bras. Il va geler le démon et le laisser en morceaux pour Arata. Le gamin recule. Arata s'énerve. Mon frère n'est pas un cadavre démoniaque. Je me fiche de ce que tu dis. Je me fiche de ce que font les autres. C'est le seul que j'ai. Je le protégerai quoi qu'il arrive. Il lève sa lame déterminée et crie « Cette fois, je vais le sauver ». Gotu reçoit un coup violent, l'impact le sidère. Arata passe en mode héros, forçant le blond à reculer. Il marmonne « La résistance, ça doit être de famille ». Confus, le gamin demande ce qu'il veut dire. Le blond répond « Il y avait 2 autres cadavres démoniaques, 2 minables qui ne savaient que mendier pour se taire. Bien sûr, je m'en suis occupé. » Il termine, laissant Arata figé. Gotu sourit et ajoute « Le pire, je n'ai même pas gagné d'XP avec ces idiots. » En entendant ça, le gamin dégage une aura noire. Le blond lève la main, dit que ce ne sera pas comme la dernière fois, puis lui envoie des bêtes de glace. Arata répond avec de la suie, ralentissant les créatures et avançant. Il assène plusieurs coups, détruisant presque tout, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il en a laissé une. Gotu lève un doigt, commandant la dernière bête droit sur lui. Juste à ce moment, son frère musclé apparaît et écrase la bête de glace, protégeant Arata. Arata essaie de l'appeler, mais le monstre charge le blond, le projetant au sol. Arata s'inquiète pour Rayo pendant que Gotu se lève en maudissant cette bête. Il se demande si un cadavre démoniaque peut vraiment protéger un humain, mais dit que ça n'a pas d'importance. Il va les anéantir tous les deux d'un coup. Arata cherche un moyen d'arrêter Gotu, et se souvient qu'il peut changer l'état de la suie, comme dans les techniques de combo d'Ichika. Il pose sa main au sol, préparant la compétence pendant que le blond se plaint d'en avoir marre de cette fumée. Puis le mode boost s'active, piégeant Gotu. Arata saisit l'ouverture et fonce. Le blond parvient à se libérer et esquive de justesse, mais se retrouve près de Rayo, qui le frappe en pleine tête. Arata sourit, pensant que son frère a réussi à finir le combat, mais en s'approchant, il voit la créature cracher du sang. Le gamin panique en remarquant plein de blessures sur le corps de son frère. Il reste sous le choc en regardant le corps de son frère s'effriter lentement en cendres. Et Gotu est là, debout à l'endroit où était Rayo. Le système annonce que la faille est complète et sur le point de se refermer. Arata tombe à genoux incrédule. Le capitaine blond se souvient d'avoir dit au gamin d'arrêter de se croire tout permis. Il s'assombrit puis dit à voix basse qu'il va le tuer. Il se lève le répétant encore et encore, les larmes coulant, ses yeux devenant rouges de rage. Il hurle et charge avec sa lame d'ombre. Gotu observe et se demande si c'est une nouvelle capacité. Le blond lève son épée de glace. La racaille reste la racaille. Ils s'affrontent. Une onde de choc secoue la pièce. Il n'en revient pas qu'ils tiennent encore, dégageant une aura noire. Arata frappe, touche Gotu, le projetant à travers le mur. Le blond ne comprend rien en le voyant s'approcher.
Avec un regard fou, Arata dit que même s'il le tue 100 fois, ce ne sera jamais assez. Le blond réalise qu'il commence à avoir peur, stupéfait par l'intention de tuer d'Arata. Il se lève et charge sa compétence de glace, puis se fige en voyant plusieurs armes noires pointées sur lui. Le gamin les tire toutes en même temps, frappant Goto et le projetant au sol. Erada s'approche lentement et demande, avec une aura complètement dérangée, si c'est déjà fini. Thor, à la batterie faible, pense qu'il doit déguerpir. Erada comprend et libère une onde de choc violette dans toutes les directions, faisant s'écraser des morceaux de roche sur le blond. Consumé par la rage, il hurle « Meurs !» et lui lance une attaque directe. Un bouclier d'eau apparaît, protégeant Goto à la dernière seconde, tandis qu'Ichika hurle le nom d'Arata. Elle réalise que le coup devient de plus en plus fort jusqu'à briser le bouclier et la frapper, la projetant au sol. Terrifiée, Ichika essaie de comprendre ce qui se passe. Elle se lève et dit qu'elle ne le laissera tuer personne. Le suppliant de reprendre ses esprits, Hirata hésite une fraction de seconde, perdu dans sa folie. Notre héros légendaire commente que l'association est probablement déjà en route. Il dit que la perte de contrôle de l'irrégulier est de leur faute, et ajoute que ce sera aussi la fin des filles. Ichika sait qu'elle doit agir vite. Erada, complètement hors de contrôle, libère une puissance noire massive qui explose, détruisant des parties de bâtiments voisins. Rei observe depuis la salle de surveillance et dit qu'elle a peut-être été trop facile avec eux deux, avant de se précipiter dehors. Ailleurs, dans le bâtiment de la guilde Tsukyu, quelqu'un parle au téléphone disant que la situation est grave et que l'échec de l'association est évident. C'est notre fanboy qui dit qu'il est temps de profiter du spectacle. De retour sur le champ de bataille, Arata prépare un autre coup noir de suie, envoyant vague après vague. L'une d'elles se dirige droit vers Ichika qui la regarde sans force, jusqu'à ce qu'une vague d'énergie bleue arrête l'attaque. Ichika sourit de soulagement en voyant son maître enfin arriver. La jeune fille s'excuse en s'effondrant, disant qu'elle a perdu le contrôle de la situation. Rei la rattrape et dit que ce n'est pas sa faute, la faute de personne d'autre que la sienne. Puis elle regarde Erada, méconnaissable maintenant, et se sent mal, réalisant que le garçon semble complètement perdu. Elle décide d'intervenir, mais une lumière verdâtre la coupe. Takuto apparaît, disant que l'irrégulier montre enfin sa vraie nature. Rei répond que sa guilde prendra ses responsabilités et ramènera le garçon. Mais il soupire et dit que l'association voit les choses différemment et lève la main pour charger son pouvoir. Rei est secoué par la situation, tandis que Takuto soupire, demandant pourquoi tout le monde s'inquiète autant pour Erada. Elle explique que c'est la responsabilité de sa guilde et lui dit d'être prudent. Erada se précipite sur eux deux et le fanboy sourit juste alors que la lame passe près de son cou. Puis il disparaît, ne laissant qu'une énergie verte suspendue dans l'air. Rei remarque des pétales de cerisier se disperser alors qu'un flou apparaît derrière Erada, lui assénant un coup de vent en plein dans la poitrine. Elle a été impressionnée que Takuto ait réussi à arrêter Erata en un seul mouvement. Inquiète, Rei dit que le garçon pourrait mourir et qu'elle ne le permettra pas. Le jeune homme répond qu'elle est bien trop attachée au gamin et promet qu'il ne le tuera pas. Il l'a juste maîtrisé. Quel gâchis de se débarrasser d'un tel talent. Erada se relève, créant des armes d'ombre qu'il projette sur Takuto. Le gamin utilise le pouvoir des cadavres démoniaques. Les armes se désintègrent au contact de l'aura verte. Takuto commande que ses capacités sont brutes. Il avertit Rei, si ça continue, la zone sera détruite. Il emmènera Erada à l'association sur le champ. Elle proteste, demandant ce qui va se passer, mais Takuto dit que c'est à l'association. Rei voit Takuto concentrer l'énergie verte et la lancer sur Erada, l'enveloppant d'elle. Elle crie, mais Erada apparaît inconscient, sa rage disparue. Takuto explique qu'il a juste mis le gamin en veille. Il lui dit au revoir, à plus tard et disparaît. Rei se plaint, Takuto est toujours si décontracté, indéchiffrable. Ichika appelle son maître qui dit l'évacuation finie. Soulagée, la femme dit que le pire est évité. Ichika demande où est Erada, le maître reste silencieux. Erada se réveille menottée dans le noir. Il essaie de comprendre ce qui se passe, de se souvenir. Une silhouette apparaît tenant un fouet. Avec un sourire effrayant, elle dit être désolée de l'attente. Des débris, une main apparaît. C'est Goto qui lutte pour se relever. Il ne peut accepter l'humiliation d'Arata. Avec la haine dans les yeux, il jure de surpasser les 5 cieux. Il rit, imaginant Erada punie à l'instant. Au QG de l'association, le directeur demande l'attention de tous. Il s'excuse d'interrompre, mais doit annoncer quelque chose en tant que directeur. Les mains jointes, il va droit au but. L'irrégulier est capturé. Léo s'y oppose, disant qu'Erada n'est pas mauvais et l'enfermer sans preuve est injuste. Rei demande où est le gamin et ce qu'ils lui ont fait. Le directeur explique que l'enfant a été détenu pour avoir perdu le contrôle, causant des dégâts massifs en ville et enfreignant les règles de l'association. Léo est choqué. Le directeur dit qu'Erada a montré un pouvoir similaire au cadavre démoniaque, ce qui a poussé de nombreux chasseurs à demander son élimination. Rei et Léo protestent, disant que c'est trop extrême. Le directeur conclut que l'identité de l'irrégulier sera étudiée, ainsi que son lien avec les cadavres démoniaques. Shion a de la peine pour le gamin, disant que cet officier doit être impliqué. Le directeur termine en avertissant que l'activité des cadavres démoniaques pourrait augmenter et que tout le monde doit rester en alerte.
Raya est secouée et décide qu'elle doit agir immédiatement. Dans la prison souterraine de première classe de l'association, Erada est menotté pendant que l'officier l'interroge. L'homme avertit qu'il continuera, même si Erada s'évanouit. Il doit juste dire quelle est sa relation avec les cadavres démoniaques. Erada ricane, disant qu'il ne sait rien. Non satisfait, l'officier lève le fouet, mais quelqu'un l'arrête. Ray entre, se présente comme la chef de Deep Blue et ordonne d'arrêter l'interrogatoire. D'un ton désinvolte, l'officier lui demande ce qu'elle fait là et si elle a la permission. Ray répond que oui, et le gars devient suspicieux. Elle demande à lui parler seule. L'officier la prévient de ne pas enfreindre les règles. Ray s'approche d'Erada, lui dit qu'il a l'air plus docile. Se souvient-il d'avoir perdu le contrôle? Il semble confus. Ra explique qu'il a tenté de tuer Gotou et Ichika. Erada s'inquiète, mais elle le rassure. Ichika va bien. Arata dit, épuisé, que c'est normal, il est puni. Après tout, il n'a plus rien n'a d'importance. Ray tente de le prévenir que s'il continue ainsi, l'interrogatoire se poursuivra. Soudain, une alerte d'urgence apparaît. Des chasseurs ont disparu dans une faille et Ichika a été envoyé en mission. Rai est furieuse, disant que la fille est bien trop imprudente, alors que la scène montre Ichika entrant dans cette faille démoniaque. Inquiet, Erada demande ce qui est arrivé à son ami. Rai dit seulement qu'il y a eu une urgence et qu'elle doit parler au directeur. Hirata essaie de dire quelque chose mais elle le coupe, disant qu'il ne peut pas changer le passé, mais qu'il peut encore faire quelque chose en tant que chasseur. Hirata marmonne qu'il ne peut rien faire. Puis, d'un geste brusque, Rai le libère, disant qu'elle va suivre son instinct. Hirata reste là, sans réagir. Quand le garde revient à la cellule, il dit qu'elle prétendait avoir la permission d'être là, mais après vérification, ce n'était pas vrai. Il déclare que même si elle est une maîtresse de guilde, il ne montrera aucune pitié. Levant son fouet, il explique que cet endroit a un champ qui perturbe les capacités, sauf son fouet. Puis il les charge. Ray l'arrête d'un seul coup de pied à la poitrine, le faisant tomber et le laissant haletant. Elle dit: la prochaine fois, j'aurai la permission. Puis elle vérifie le statut des chasseurs disponibles, constatant qu'il n'y a personne. Rai regarde Hirata et lui dit qu'obsédé sur le passé ne changera rien. La seule chose qui compte est le choix qu'il fait maintenant. Hirata y réfléchit, il a perdu ce qu'il aimait le plus, mais il a trouvé des amis en chemin. Puis, déterminé, il dit qu'il ne perdra personne d'autre. Rai sourit, fier, et promet qu'ils feront tous un barbecue ensemble un jour. Hirata traverse ensuite la prison seule et tombe sur d'autres gardes dans le couloir, qui crient que le prisonnier s'est échappé. Il se fige, ne sachant que faire, jusqu'à ce qu'il sente quelqu'un lui taper sur l'épaule. Léo apparaît, disant qu'il est arrivé juste à temps et demande ce que Hirata compte faire. Le gamin hésite et Léo ajoute: il dit que tant qu'il peut faire ça, il se fiche de ce qui lui arrive. Impressionné, Léo dit qu'Arata est vraiment un homme de principe. Puis il dit au chasseur qu'il gardera personnellement un œil sur l'irrégulier. Dites-le simplement au directeur, dit-il, leur disant de partir. Notre garçon du feu dit à Erada qu'ils doivent bouger, et Erada est profondément reconnaissant alors qu'ils s'échappent. Les deux courent à travers la ville, et la scène coupe sur Ichika attaqué par deux ennemis. Erada et Léo atteignent la faille. Léo commande que les enfants ont dit qu'un ami était en danger. Arata explique que plusieurs chasseurs de rang argent ont disparu. Léo trouve ça étrange, cette faille est censée être du même niveau. Ils entrent, le système annonce le début de la conquête. À l'intérieur, une immense forêt dense. Léo fait remarquer l'absence de monstres, le problème doit être le boss. Arata utilise sa compétence, Léo remarque sa nouvelle capacité. Quelque chose bouge, une créature surgit des buissons. Léo lève son poing enflammé et là-bas, un autre monstre apparaît, mais Erata se plaint qu'il le gêne et le tranche en deux. Léo remarque que le gamin est bien plus fort. Erata, toujours en mode Wi-Fi, sent une étrange présence. Une fille apparaît, couverte de blessures, implore de l'aide. Erata est soulagée qu'elle soit vivante et demande ce qui s'est passé. Elle tente d'expliquer la transformation des Hunters, mais un démon la mord. Elle hurle de douleur, se transforme devant eux, libérant une aura verte. C'est un cadavre démoniaque, type infectieux. Le cadavre démoniaque les charge. Erata se fige, elle lui rappelle son frère. Des flashs de mémoire le paralysent. Sous le choc, il s'effondre. Léo demande ce qu'il fait, mais Erata hésite et se fait frapper. Léo demande s'il va bien, Arata panique, il ne peut pas tuer une personne. Léo prend ça au sérieux, les deux cadavres démoniaques approchent. Alors Léo dit qu'ils ne sont plus des personnes, et il déchaîne ses flammes, les rôtissant. Arata, secoué, n'en croit pas ses yeux. Léo explique calmement qu'ils sont morts en rencontrant le boss. Toujours incertain, Arata le fait continuer. Ces Hunters ont probablement fini comme ça en voulant aider les autres. Arata comprend mieux. Notre garçon de feu ne laissera aucun infecté s'échapper. Les dégâts seraient irréversibles. Il remarque une aura verte d'un arbre. Une créature bizarre en émerge, quand Arata entend un bruit derrière lui. Il se retourne et voit Ichika gravement blessée. Il l'appelle mais elle hurle de douleur, une aura violette la consume. Arata se précipite, Ichika s'effondre, c'est trop tard. Frustrée, elle se détourne, disant n'avoir pu protéger personne. Elle dit qu'elle était heureuse de l'avoir rencontré. Arata, impuissant, promet de l'aider. Il la soulève lui tenant les mains. Ichika l'arrête. Arata devient plus fort et confiance.
Elle le regarde et ajoute « Sauve le plus de gens possible ». Sa voix s'éteint. Arata hurle son nom désespéré. Léo regarde la scène, la créature l'attaque, il bloque le coup et Rata tient la main d'Ichika et la regarde. La transformation est trop rapide, il cherche un moyen de l'arrêter. La fille se lève. Yeux rouges, aura violette pulsante, elle le fixe terrifiante. Derrière, Léo hurle de mettre ses sentiments de côté. « Ah bah là !» ordonne-t-il, la créature charge. Arata choqué revoit les moments avec son ami. Il esquive au dernier instant, criant qu'il ne peut pas. Léo impatient attaque, Arata le retient, il hurle « C'est ma seule amie !» Le chasseur s'énerve. Elle n'est plus humaine mais le garçon insiste. C'est Ichika. Il voit la créature derrière Léo prête à le mordre. Arata le tire juste à temps. Il manque de temps. Arata cherche une solution. Il se souvient de sa compétence contrôle de minion, pensant pouvoir la retenir. Il tend la main vers Ichika, libérant un nuage de suie qui l'enveloppe. Le système avertit, compétence activée. Un saut se forme, une sphère d'énergie tourne au-dessus d'elle. Son aura s'estompe, elle tombe à genoux. Le système confirme. Félicitations, vous avez capturé une Ichika sauvage. Erada s'approche, son aura est différente. La fille grogne. Il voit la transformation interrompue. Léo lui dit d'être prudent. Erada explique qu'il a fait d'Ichika sa mignonne. Léo est stupéfait, cherchant à comprendre cette capacité, pensant qu'elle peut être sauvée. Soudain, Ichika remarque quelque chose, se jette sur une créature, la lacérant de ses griffes. La bête lui mord le bras, mais Ichika sourit. Ichika explique qu'elle ne peut plus se transformer. Elle fracasse la tête du monstre de son autre bras, ouvrant la voie. Avec sa lame sombre, il le tranche en deux. Le système notifie, boss vaincu, faille est nettoyée. La scène coupe sur le bâtiment bleu. Rei est choqué par le rapport, voyant son élève complètement différente. Léo explique qu'Ichika était déjà infecté par le boss. Erada ajoute avoir utilisé le contrôle de minion appris d'un autre boss. Rei essaie de tout assimiler en deuil pour Ichika. Erada dit que c'était le seul moyen de ne pas la perdre. La maîtresse l'appelle. Ichika répond enfin, disant Rei. Tout le monde se fige. Erada demande si elle peut parler. Ichika confirme. Rei demande qui elle est. Ichika répond « Je suis un cadavre démoniaque, mais pas tout à fait. Sa conscience est là, faible, mais là. » Cela laisse tout le monde silencieux. Ichika est soulagé, voyant un moyen de la sauver. Léo demande si Ichika sombre peut suivre des ordres et ne pas attaquer. La fille le fixe. Ichika dit que non, il ne le permettra pas. Léo demande comment le prouver. Il voit un chat et dit à Ichika de jouer avec. Elle s'approche, le caresse et joue doucement. Rei observe, ému. Léo est effrayé. Le chat est calme devant ce cadavre démoniaque. Il réalise qu'Ichika est gentille, elle n'est pas dangereuse. Ichika sombre s'approche, coupant leur moment. Léo recule, lui demandant de ne pas s'approcher. Rei le taquine. Peur des chats? Les plus jeunes rient. Rei dit à Ichika de s'occuper de la fille pendant qu'il fait son rapport. Elle accepte, excitée. Il se tourne vers Ichika. On restera ensemble. Goth Ichika lève la patte du chat, acceptant pour toujours. Ichika sourit. Loin, une femme étudie un graphique, alarmée. Multiples perturbations, une faille massive se forme. Au bureau du directeur, un employé rapporte des signes de faille à grande échelle. L'homme ordonne le code 0 à toutes les guildes. Le subordonné confirme et s'enfuit. Le directeur respire. 11 ans, c'est l'heure. Il marmonne fixant une vieille photo. À la guilde Deep Blue, le directeur a activé le code 0, Rei et Léo sont stupéfaits. La scène coupe sur une rue animée. Une fissure s'ouvre dans le ciel et se propage. Les gens paniquent. Le ciel tombe. C'est la fin du monde. Des sphères violettes et des bêtes émergent. La foule court. Deux chasseurs évaluent la situation. Des monstres attaquent, des gens se transforment. Ils sont vite encerclés. Soudain, une pluie de feu tombe du ciel, anéantissant des ennemis. Les chasseurs dorés sont là. Léo, voyant la gravité, ordonne d'évacuer les civils. Il suggère à Rei d'entrer dans la faille. Elle répond que c'est comme il y a 17 ans. Une faille immense, personne ne savait ce qu'il y avait. Léo est d'accord. Le directeur arrive avec une femme. Il dit que cette fois tout sera différent, pas de limite zéro. La femme, déjà dans la faille, dit qu'ils s'en occuperont vite. Non loin, notre fanboy observe l'ouverture avec un sourire. Il attendait ce moment et entre. Erada et Ichika sombre courent mission protéger les civils pendant que Rei et Léo sont dans la faille. Ils attaquent. Une mère rassure son enfant. Les chasseurs sont là. Sauté. La faille fuit une aura noire et quelque chose en sort. Des monstres volants apparaissent dans le ciel. Arata est choqué par leur nombre. C'est sa première fois contre de telles bêtes. Une créature plonge sur la mère et l'enfant. Arata lance sa suie, frappant le monstre à la tête. En courant, il réalise que ces attaques ne sont que des diversions. Il les rejoint et demande si elles vont bien. Elle le remercie en larmes. Arata lève les yeux et voit des centaines de monstres identiques. Submergé, il se demande quoi faire. Arata dit qu'il ne peut pas atteindre les monstres de si loin et Dark Ichika acquiesce. Le nombre de créatures explose et elles attaquent, détruisant tout sur leur passage. Voyant cela, le garçon décide de riposter. Il lance des attaques de suie, mais peu de créatures sont touchées. Il réalise que ces moustiques sont en mode turbo. Alors qu'il tente d'attaquer, un trio de chasseurs arrive. Il voit que la situation et le soutiennent. Arata cherche désespérément une solution. Face au nombre fou de monstres, il doit les arrêter.
Les attaques ravagent la ville quand une idée lui vient. Devant les bêtes volantes, Arata libère un énorme nuage de suie de tout son corps, remplissant l'espace autour de lui. D'un mouvement sec des poings, il crie, activant le mode ciment. La suie durcit autour des monstres proches, bloquant leur mouvement. Il se pousse à la limite, libérant plus de suie et traînant les créatures au sol, en faisant tomber plusieurs d'un coup. Dark Ichika profite de l'ouverture et fonce, les achevant d'un coup. Arata célèbre le succès du plan puis se tourne vers le groupe suivant et décide d'augmenter sa puissance. Levant sa lame, il augmente encore la suie dans l'air. Avec tout ce qu'il a, il saute et abat un coup puissant, éliminant plusieurs bêtes. Les passants regardent, émerveillés. Tout le monde applaudit, soulagé que ce combat brutal soit enfin terminé. Le protagoniste s'effondre, épuisé, quand un chasseur le remercie pour son travail. Hirata accepte le geste et lui serre la main, puis il regarde vers cette faille, espérant que ses alliés y arriveront. Le chasseur répond, il crie qu'il ne comprend pas pourquoi le bâtiment de l'association est en feu. L'association, cœur de la défense anti-démon, abrite la plus grande guilde. Sewa supervise tout, système d'idées, registre des anciennes failles, salle d'opération pour les guildes, soutien au combat et contrôle média. Si ça tombe, toute la défense anti-démon du Japon s'effondrera. Retour au présent, le subordonné du directeur coordonne les chasseurs. Les réguliers travaillent en binôme. Bronze défendait les bases, Silver affrontait l'ennemi, il lève la main, les chasseurs d'or partis, tout le monde doit rester uni. Puis il aperçoit des monstres volants, il panique craignant une attaque coordonnée, alors que la plupart des chasseurs sont loin. Un homme l'informe que la livraison est au centre médical. Kohaku s'en charge et demande à son subordonné de collecter des infos. En courant, il se demande si son maître va bien. Arrivé au centre, il le trouve en flammes. Deux créatures monstrueuses le fixent, un ours géant et un ptérodactyle. L'ours crache du feu qu'il esquive de justesse, mais le ptérodactyle bat des ailes, projetant les flammes sur le chasseur. Il crie aux bêtes qu'elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, se demandant comment deux cadavres démoniaques collaborent. Quelqu'un apparaît, disant qu'il ne pensait pas que tout était en feu. Arata et la sombre Ichika sont là. Le garçon évalue la situation et dit au chasseur de s'occuper des monstres, lui du feu. Le chasseur rétorque qu'il ne prend pas d'ordre d'un indépendant. Mais en regardant mieux, il reconnaît Arata, l'irrégulier en fuite de l'association, et réalise que la fille a une aura de cadavre démoniaque. Le garçon libère son pouvoir dans l'air, numéro 2 est choqué. Elle éteint les flammes. L'ours charge se jetant sur Arata. Kohaku réagit vite, pétrifiant le monstre. Il est impressionné. La petite numéro 2 commente qu'elle a ajouté une autre statue moche à sa collection. Il rassemble de l'énergie, touche le sol, une lance de pierre surgit. Il saute et brise la statue d'un coup, interpellant Erata. Il l'ignorera pour l'instant, urgence oblige, mais ils régleront leur compte plus tard. Erata accepte, soulagé d'avoir un allié. Le dernier ptérodactyle fonce sur lui, il concentre la suie, tente de copier la technique de Kohaku. Il pétrifie le monstre en plein vol et le tranche en deux. Le chasseur est stupéfait que sa compétence ait été copiée après l'avoir vue une seule fois. La zone dégagée, Erata complimente la technique du chasseur. Kohaku, rougissant, se présente. Mais il réprimande aussitôt Erata pour avoir utilisé ses capacités imprudemment, le prévenant que cela consomme trop de PM et crée des ouvertures. Erata, baissant les yeux, admet n'y avoir jamais pensé, ayant combattu désespérément depuis le début. Ils en restent là et décident où aller. Non loin, quelqu'un s'introduit dans le coffre des armes divines de l'association. Il dit que c'est dommage que tout soit en chaos en fixant une épée. C'est Goto avec son regard de voyou. Il saisit l'arme, disant que c'est le moment idéal pour remplacer les 5 cieux. Il serre l'épée et libère son pouvoir, inondant la pièce. Voyant ce pouvoir, il ne peut s'arrêter de rire, convaincu d'être imbattable. Un chasseur combat un ogre. Il saute, virevolte et l'abat facilement. Le trio de la quête secondaire apparaît. Le vice-chef examine la situation, essayant de décider quelle zone prioriser. Hirata dit que c'est étrange que tant de monstres soient apparus là, alors qu'il n'y en avait pas avant. Quelque chose fait tilt pour Kohaku. Il touche le sol et décide d'enquêter. Avec son pouvoir, il détecte une étrange activité monstrueuse souterraine. Les trois commencent à courir et il dit à Erada de ne pas le ralentir. Dans l'entrepôt, ils trouvent un trou béant. Choqués, ils réalisent que les cadavres démoniaques venaient de là. Pendant que la faille distrayait, des monstres s'étaient infiltrés par le sous-sol. Kohaku étend sa lance, fonce sur les créatures. Hirata veut l'imiter. Le vice-chef lui rappelle « Retiens ton souffle, fais de la place, laisse le pouvoir circuler ». Hirata se concentre, suit les instructions et forme sa lame sombre plus précisément, frappant les monstres de coups rapides. Le numéro 2 le félicite, notant l'amélioration. La zone nettoyée, il se dirige vers le tunnel. Kohaku rassemble une énorme énergie, la détruit, bloquant le passage. Il se tourne vers Arata et dit qu'ils doivent nettoyer les autres zones. Arata demande s'il n'y a pas d'autres entrées, mais Kohaku répond que c'était le plus urgent. Arata dit qu'il va vérifier, ayant répandu de la suie autour de la base. Puis il active son mode Wi-Fi et dit qu'une forte présence est au-dessus d'eux. La plus grande concentration de démons est aux étages supérieurs. Kohaku panique, c'est le centre d'entraînement. En arrivant, il réalise toutes les trois ce qui se passe. Une faille démoniaque s'est ouverte à l'intérieur de la base. Kohaku crie frustré que personne n'ait rien remarqué à cause du chaos. Des cadavres démoniaques commencent à déferler de la faille. Ils se tendent, le numéro 2 fonce avec sa lance.
Arata suit, abattant ennemi après ennemi. Le vice-chef pense qu'ils doivent s'occuper de la faille, mais il ne peut abandonner le QG. Réalisant que cette faille est différente, Arata propose d'y entrer. Kohaku est choqué, se demandant pourquoi il ferait ça. Pourquoi irait-il si loin? Mais voyant sa détermination, il sourit. J'y vais aussi, dit-il. Il dit aussi qu'il laissera la base aux autres chasseurs pendant qu'il se dirige vers le nid. Tout le monde regarde la fissure et commence à marcher vers elle. Il se retrouve dans une immense salle remplie de statues. Kohaku, méfiant, se demande si c'est de là que viennent ces faibles. Hirata, lui, se demande si quelqu'un est derrière tout ça. Le vice-chef dit que c'est sa responsabilité d'y mettre fin vite et sans mort. Les trois décident d'avancer dans la salle. C'est alors que le numéro 2 sent quelque chose d'étrange et de sombre dans l'air. Puis l'histoire montre que les chasseurs dorés sont répartis sur 3 lieux différents. De retour dans la salle, Kohaku trouve l'endroit étrangement vide, puis il demande à Arata pourquoi il se bat. L'enfant hésite, découragé. Voyant cela, Kohaku répond fermement « Il se bat pour le directeur de l'association, Monsieur Dogami. Tant qu'il sera là, les chasseurs pourront affronter les cadavres démoniaques. » Et il ajoute « Comparé à lui, tu n'es juste pas beau, les deux en rient. » Kohaku essaie de dire sérieusement qu'il devrait le voir se battre, et il continue de louer son maître, disant qu'il est invincible, la star du Super Bowl. Dark Ichika dit que c'est un excentrique, et il répond que c'était impoli, embarrassé. Il change de sujet, rappelant à Arata de stabiliser son flux de pouvoir. Ils arrivent au bout du couloir devant une porte gigantesque et entrent. À l'intérieur, quelque chose s'écrase au sol avec rage. Une bête démoniaque les fixe de ses 2 têtes horribles, une lumière aveuglante jaillit de ses yeux, les étourdissant. Quand Kohaku retrouve la vue, il voit son maître au sol, blessé. Il panique, Hirata crie son nom. Que s'est-il passé? Kohaku était tombé à genoux quand les yeux de la créature se sont allumés. Puis Ichika sombre crie aussi. Hirata regarde la créature et se retrouve seul. La lumière clignote à nouveau alors qu'il la fixe. 2 figures apparaissent, son frère et son seul ami, souffrant, se transformant en cadavres démoniaques. Il demande pourquoi Arata n'a pu les sauver. Terrifié, il tombe à genoux et pleure. La créature observe, satisfaite qu'Arata s'enfonce dans l'obscurité. Il se réveille de ce cauchemar. Déterminé, il se lève. Il doit ramener Ichika. Il sent le pouvoir en lui. Pensant aux gens à protéger, il voit une sphère d'eau se former, comme la magie d'Ichika. Soudain, la créature tire une explosion d'énergie de sa gueule. Droit sur lui, une explosion retentit et une croix apparaît. Arata avait créé un bouclier de suie et d'eau le protégeant. La créature lance une rafale d'attaque. Arata bloque du mieux qu'il peut. Il pense avoir fusionné le pouvoir d'Ichika pour renforcer sa défense. La main tendue, Hirata forme une sphère noire contrôlant le pouvoir de l'eau. Derrière lui, Kohaku pleure son maître, fixant le corps inanimé. Il se souvient, l'irrégulier était seul, combattant sans arrêt. Retenant son désespoir, Kohaku frappe le sol de son front. Il essaie de se ressaisir. Il crie être le numéro 2 de la guilde Seiwa pour se rappeler qui il est. Concentré, il évalue la situation. 4 créatures monstrueuses le fixent comme une proie. Arata encaisse les coups, tout rebondit sur son bouclier. La créature, furieuse de ne pas l'abattre, voit Arata tenter de la flanquer. Un démon surgit par derrière, ses griffes en s'approchent, tout s'arrête. Ichika sombre apparaît, transperçant la créature de ses griffes, la tuant. Hirata se tourne et demande à Kohaku. Il lui dit de bien regarder, montrant son armure de pierre. Puis il charge et frappe les 4 monstres. Une explosion retentit. Le héros ne peut que fixer, choqué par le pouvoir du numéro 2. La pierre mouvante attaque sans arrêt, s'amusant. Un monstre tente d'attraper Arata par derrière, mais il l'esquive. Réalisant qu'il en reste un, la créature bondit. Arata peine à bloquer. Il recule, Kohaku crie « Affûte ton mana !» Le gamin ne comprend pas, puis il entend « Si tu n'y arrives pas, c'est ta limite ». Arata ferme les yeux, se concentre pour la précision. Il les ouvre, son pouvoir est affiné. Il crée une lame à 2 attributs, l'eau et la suie. Au même instant, il fonce, serre son épée de toutes ses forces et, d'un coup parfait, transperce la créature, l'abattant. Épuisé, Arata vérifie si les 2 autres vont bien. Kohaku le regarde fièrement, tandis que le garçon s'effondre, entendant « C'était trop juste ». Le numéro 2 voit le potentiel du gamin, choqué par sa croissance. Notre chaton Mossad lui embête Erada. Au QG, Kohaku dit que tous ont protégé l'endroit. Leur prochaine étape, affronter la faille monstrueuse au-dessus de la ville. Elle se demande comment va son maître. Diane se plaint de ses vêtements sales, il répond qu'elle a choisi cette tenue. Elle souffle, tend la main et tire un puissant rayon traçant un grand chemin dans la forêt. Elle dit qu'ils ont une belle piste. Satisfaite, elle fredonne. Le directeur soupire, se souvenant de l'incident de la frontière 0 d'il y a 11 ans. Ce jour-là, d'innombrables vies furent perdues, des cadavres démoniaques s'échappant d'une faille. Ils trouvent la forêt trop silencieuse. La femme dit que les ennemis doivent se cacher tout près. Elle lève les yeux, leur recherche est finie. Devant eux, un arbre gigantesque. Le directeur explique que le pouvoir qui en émane est au moins de rang A. Siam veut finir vite pour partir. 2 créatures démoniaques ailées et cornues apparaissent, classe catastrophe, capables d'anéantir un pays. L'une dit qu'ils sont arrivés, l'autre que c'est la fin pour eux deux. Au même moment, des créatures volantes de classe A apparaissent autour de l'arbre. Elles se moquent. Les exécuteurs d'argent étaient faciles. Combien de temps tiendront ceux d'or ?
puis elles tirent un puissant rayon rouge. Le directeur concentre son énergie, leur montrant un vrai exécuteur d'or. Aveuglé par sa lumière, quand elle s'estompe, le directeur porte une armure dorée massive. Shion flotte, rassemblant une sphère d'éclairs. Le Mégazord lève le bras et bloque le rayon rouge. La sphère grossit, les créatures n'en croient pas leurs yeux. Furieuses, elles ordonnent à leurs subalternes d'attaquer. Les attaques se rapprochent. Shion sourit et lance la sphère colossale. Les monstres paniquent en la voyant. Ils tentent de résister mais l'explosion est énorme, détruisant la zone. L'endroit dévasté, la femme dit que les autres ont fini. Ailleurs, Rei et Léo abattent vite deux monstres. Le fanboy détruit un squelette démoniaque, se plaignant du manque de preuves. Au QG, Kohaku ordonne de sécuriser la zone. Elle reçoit un appel et annonce « Le directeur revient ». Tous célèbrent la nouvelle et la fin de la crise. Pendant ce temps, près du QG, une silhouette apparaît dans le ciel. Tous le regardent, terrifiés. C'était Gotou, tel un super saiyan flottant, entouré d'éclairs et d'eau avec son sourire séducteur. Il est enveloppé d'une puissante aura violette, tout brûle. Rei reçoit une alerte. Énergie étrange près du QG. La secrétaire célèbre le retour du maître, mais Rei sur le moniteur voit Gotou. Un membre dit ne pas joindre la guilde Seiwa. Rei remarque Ichika et Arata et se précipite espérant qu'ils tiendront. Mais la femme l'avertit qu'elle va à l'opposé. Le blond tire des vagues d'énergie bleue sur la ville, faisant fuir les civils. Arata dit à Dark Ichika de protéger tous, tandis que Kohaku, choqué, réalise que Gotou détient une arme divine. Ces armes choisissent leur propriétaire, pas l'inverse, et la chambre forte n'aurait pas dû s'ouvrir pour Gotou. Le blond tremble comme un outil. Sa pupille se dilate, puis deux corps noirs jaillissent de lui, il hurle. Erada jure, la gothique est horrifiée par ce dégoût. Les créatures se précipitent, tirant des décharges bleues. Le garçon protège les civils. Ichika, Kohaku et lui détruisent les monstres. Gotou attaque du ciel, faisant une pluie glaciale. Le MC atteint ses limites. Le méchant sourit et lance une sphère de glace. Arata voit le danger, pousse tout le monde pour les protéger, prenant le coup dans le dos. Sans mana, son corps lâche comme un téléphone à 1%. Dark Ichika, blessée, murmure qu'elle doit les protéger. La numéro 2, encerclée, crie « C'est ma responsabilité !» Quand tout semble s'effondrer, Reya apparaît. Elle court vers eux et dit « La récré est finie ». Puis elle remarque quelque chose. Épuisés, à peine mobiles, ils ont évacué tous pour qu'elle combatte. Elle les laisse se reposer et se lance. Gotou, hors de contrôle, déchaîne une puissance folle. Il voit une silhouette arriver, lançant des décharges. Mais elle est trop rapide et elle est à son cou. Paniqué, il reçoit un coup brutal à la poitrine et est projeté. Raya, calme, dit qu'elle ne se retient plus. Le blond l'entend dire qu'il a choisi d'abandonner son humanité. Il lui crache un jet d'eau et elle s'énerve de son culot. Elle libère plus de puissance, eau et éclair. Une explosion de lumière engloutit tout. Shion et Dogami sortent de la forêt. Elle demande pourquoi Rei est le plus fort rancœur doré. C'est vrai seulement quand elle se bat seule. Contrôlant l'eau et la foudre, cela devient un chaos total, d'où son chemin solitaire. Elle est devenue la première irrégulière. Le champ de bataille était enveloppé d'une tempête. Kohaku se réveille à cause de la pluie et une énergie verte le soigne. Puis il voit une tornade gigantesque devant lui, tourbillonnant d'électricité et d'eau, plus grande que des gratte-ciel, tandis que tout autour brûle. En haut, Rei le voit réveillé et semble immédiatement soulagé. Bien qu'amoché, il essaie de se lever pour combattre, mais elle lui ordonne de reculer d'un ton sec, les yeux rivés sur l'ennemi, et il obéit sans discuter. Rei dit qu'elle retiendra Goto et lui demande d'éloigner les autres. Kohaku les regarde, les transporte à travers les débris, cherchant un abri. Il utilise son pouvoir pour creuser un trou. Puis il le remplit d'un liquide doré, les y déposant tous les deux. Au loin, Goto essaie de se défendre des attaques incessantes. Rei observe et regrette d'avoir laissé une telle chose arriver. Renforçant son aura, elle crie qu'elle aurait dû gérer ça seule dès le début. En réponse, il libère encore plus de puissance, ce qui fait court-circuiter les congélateurs humains. Puis des épées de glace se forment et foncent droit sur Rei. Elle lève un bouclier d'eau et bloque les attaques. Alors que les lames s'y écrasent, elle se souvient de son passé. Ses parents lui parlent quand elle était enfant, promettant de protéger leur ville. Elle ferme les yeux pour se concentrer, puis lève les bras, crépitant d'électricité. Avec toute sa fureur, elle lance la foudre dans cette violente tempête. Petit à petit, elle commence à la contrôler de toutes ses forces, puis la projette sur Goto qui se retrouve piégé à l'intérieur. Il hurle de douleur, frappé par des chocs incessants à l'intérieur du cyclone. En bas, Kohaku observe la puissance folle du mélange eau et électricité. Il sent que ça doit la déchirer et s'inquiète de ses limites. Puis on voit son passé, la douleur que l'électricité causait dans son corps. Les gens chuchotaient que son orbe était endommagé, la traitant d'instable et d'irrégulière. Le jeune homme dit qu'il ne peut même pas imaginer à quel point son chemin a dû être difficile. Rei rassemble la foudre tourbillonnant autour d'elle et la lance à nouveau sur Goto. Il hurle encore plus fort, comme un micro-ondes en folie. Elle n'arrête pas d'attaquer une seule seconde, contrôlant tout avec précision. Les attaques se fondent dans la tornade qui le maintient piégé. Kohaku observe, stupéfait par la brutalité du combat. Le blond s'échappe enfin et bondit dans les airs. Rei le voit, mais elle ne bronche pas à son évasion. Il l'attaque et elle continue d'esquiver sans arrêt, se rapprochant de plus en plus.
Dans une erreur d'une fraction de seconde, Rei lui attrape la main et stoppe son mouvement. Elle charge son point d'électricité et dit « Maintenant prends ça ». Goto réalise qu'il est piégé et reçoit un choc violent, hurlant de douleur. L'électricité se propage dans l'eau autour de lui, le projetant au loin. Rei s'approche et voit qu'il peut encore tenir debout, ce qui l'impressionne honnêtement. Il sourit avec ce regard de méchant qui dit clairement qu'il n'a jamais fait de thérapie. Cela lui fait se souvenir de la mort de son maître et comment elle se blâmait chaque fois que des gens autour d'elle étaient blessés. Rei essaie de se raccrocher aux derniers mots de son maître, puis elle fixe Goto et dit fermement qu'elle va y mettre fin pour eux deux. La pluie continuait de tomber sans arrêt sur le champ de bataille. Kohaku remarque que l'eau autour d'eux commence à bouillonner, quand Goto crie que Rei sera à lui tout en tirant des rafales d'électricité. Rei lève le bras et le prévient qu'il ne pourra plus bouger après cette attaque. L'électricité commence à se rassembler au bout de ses doigts. Le blond panique en voyant une énorme sphère d'énergie se former dans le ciel et foncer sur lui. Les yeux étincelants, Ri observe l'explosion massive devant Goto. De loin, Kohaku la reconnaît comme une explosion d'hydrogène, stupéfaite par son contrôle. Elle atterrit enfin, s'effondrant d'épuisement. Numéro 2 accourt, inquiet, elle le remercie et se relève mais se fige, surprise. Elle voit les citoyens célébrer sa victoire, scandant son nom, pensant que c'était fini. Ému, Ri soupire, j'ai fait trop d'heures sup pour aujourd'hui. Mais soudain, Goto apparaît derrière elle et lui transperce la poitrine. Avec un sourire cruel, il célèbre tandis que Riz s'écroule. Le sang se répand, tout le monde est figé. Allongée, elle se reproche d'avoir baissé sa garde. En pleurs, elle pleure son maître, disant qu'elle est seule. Goto se prépare au coup de grâce en champion. À la dernière seconde, Ishika sombre apparaît et bloque l'attaque. Ri demande ce qu'elle fait et la fille crie émue que son maître n'était pas seul. Ri pleure quand le blond repousse Ishika. Puis ils forment des cristaux de glace pour attaquer Ri. Des chasseurs s'interposent pour la protéger même au péril de leur vie. Voyant tout le monde se sacrifier, Ri les supplie de fuir. Mais une explosion éclate. Elle s'évanouit, pensant que tous vont mourir par sa faute. Kohaku désespéré essaie de la soigner en implorant de l'aide. Notre Ken de l'apocalypse rit, souhaitant la mort de tous. Mais un projectile violet arrive à vitesse terrifiante, frappant le méchant au visage et le projetant. Avant de réagir, Goto est frappé en plein vol par plusieurs lames noires. Kohaku reconnaît la suie. Goto ricane, disant qu'une telle ordure ne devrait pas vivre. Arata répond en déchaînant un barrage de suie, provoquant une énorme explosion. Presque à bout d'énergie, le méchant voit Arata, yeux rouges, veines saillantes et une corne au front, lui dire de se taire. Rei panique en réalisant que c'est Arata. Poussé à sa limite, il regarde Goto avec dégoût et dit « Regarde ma puissance ». Puis le MC explique que tout a commencé avec une voix qui l'appelait. Un instant, il se demande s'il est devenu le protagoniste d'un isekai pour finir là. Une voix se moque de lui, se plaignant de devoir gérer un tel perdant. Hirata voit alors une figure enchaînée assise au sol. Il demande où est cet endroit et où est Rei. L'entité mystérieuse se redresse, réalisant que quelqu'un peut enfin l'entendre. Suiboy se tend, lève sa lame et exige de savoir qui il est. La figure prend une profonde inspiration et dit s'appeler Regnias, affirmant être celui qui a donné son pouvoir à Arata. Arata le tranche en deux sans hésiter, tandis que la petite flamme se plaint de son impolitesse. L'adolescent rebelle lui dit de se taire et de le sortir de là. Regnias devient sérieux et lui dit de ne plus dire un mot, puis pointe Erada. Cette épée et ce pouvoir sont les siens, c'est lui qui les lui a donnés. Il dit à Erada de comprendre son rôle. C'est le rebelle tant attendu. L'entité poursuit, disant qu'il a le pouvoir d'affronter ceux qui volent injustement. Le garçon le coupe à nouveau en deux comme un gâteau trop dur, agacé. Puis il dit qu'il n'a pas le temps pour des bêtises. Il l'attrape par les chaînes et hurle. Si tu m'as donné ce pouvoir, envoie le forfait premium déjà. L'être rit de l'intelligence du gamin et dit que ce gros bébé n'est plus là. Puis, avec un regard curieux, il demande ce qui se passe s'il dit non. L'irrégulier réfléchit une seconde, puis dit qu'à son avis, sans son aide, il serait toujours coincé là. La flamme s'approche et dit qu'il ne peut faire qu'une chose. Une minute, je peux te donner une minute du pouvoir de mon noyau. Nous revenons au présent. Arata utilise déjà le pouvoir de Regnias et il réalise que ce pouvoir était en lui depuis le début. Puis il dit qu'une minute est plus que suffisante pour s'occuper de lui. Goda rugit que son apparence n'a pas d'importance et charge. Le demi-démon crée plusieurs boucliers de suie renforcés autour de lui, tire son épée et attaque avec une force insensée. L'impact projette le blond en arrière. À genoux, il remarque plusieurs lames d'ombre autour de lui et quand elles frappent, elles font tout exploser. À terre et rampant, le bad boy grogne qu'il ne perdra pas face à une ordure comme lui. Puis il regarde les trois plus proches de lui et leur saute dessus. Erada le traite de pathétique, tandis que notre gothique sans la suie l'a renforcé, lui permettant de former d'énormes griffes et de frapper la première. Goto est choqué par sa capacité, tandis que le MC le regarde avec un pur mépris. Paniqué, Goto dit qu'il vient d'un riche conglomérat et qu'il va remplacer les 5 cieux et devenir le plus fort. Arata répond dégoûté, « Tu as volé un orbe, une arme divine. Tu es pire qu'un cadavre de démon. »
Raya le regarde stupéfaite. En entendant ça, elle se demande comment il est censé tuer quelqu'un comme ça. Gotu grince des dents, furieux d'être insulté par une ordure comme lui. Puis il tire son épée et hurle qu'il va, mais du sang est déjà partout sur son corps. Arata lui rappelle que l'orbe ne l'a jamais choisi, donc son corps ne peut pas supporter autant de pouvoir, qu'il n'a jamais été personne au départ. Alors que le blond essaie de courir, notre suprême cornu sort une faille démoniaque de sa poche. Même le numéro 2 reste bouche bée. Une faille s'ouvre devant Gotu et il regarde Arata se téléporter juste devant lui. L'attrapant par le cou avec un sourire dément, il lui demande gentiment de ne pas s'enfuir. Puis il demande s'il n'est pas curieux de savoir ce qui se passe si la faille se referme à ce moment-là. Les deux sont face à face. L'un riant, l'autre criant, Rei saute sur Arata le suppliant de ne pas le faire. En pleurant, elle dit que c'est un point de non-retour. Et en entendant sa voix, Arata hésite une seconde. Gotu hurle en voyant son bras s'envoler comme une fusée SpaceX. Terrifié, il regarde Arata marcher vers lui. Le garçon pense à son frère et au même moment sa minute s'écoule. Et juste comme ça, les incidents causés par la faille à grande échelle prennent enfin fin. Le blond finit par faire un cosplay discret derrière les barreaux, perdant son statut d'exécuteur. Dans son lit, Arata pense à Reignes, toujours sans nouvelles. Beaucoup de questions restent, mais un problème devait être réglé. Une voix l'appelle, Arata Tuma. Présentez-vous au tribunal. Lui et sa gothique sont menottés devant le conseil de conduite irrégulière. Le directeur, un irrégulier au pouvoir inconnu, accusé d'avoir enfreint de graves règles et de s'être évadé. Nous déciderons de votre sort, annonce-t-il devant les chasseurs de l'association. Il dit qu'Arata peut ouvrir des failles démoniaques et demande l'avis de tous. Ria se lève. Il a perdu le contrôle, mais sans lui, Goto n'aurait pas été arrêté. Léo ajoute qu'Arata a géré des cadavres de démons, ce que peu ferait. Il suggère qu'on soit responsable de lui. Dagami demande si Shion veut ajouter quelque chose. Distraite, elle demande pourquoi il s'est battu sans argent, faisant soupirer le directeur. Arata dit avoir perdu le contrôle, ne pas comprendre son pouvoir mais ne rien regretter. Un homme crie que c'est ridicule. En colère, il dit qu'on ne peut accepter un demi-démon. Les irréguliers comme vous ont causé de terribles accidents. Ria s'inquiète en voyant les conservateurs. Léo dit que les fondamentalistes de l'orbe sont agaçants. Et même Dagami ne peut les ignorer. La pièce tourne à l'horreur verbale, c'est trop extrême. Quelqu'un demande le silence, c'est l'homme au fouet de la prison. Les conservateurs demandent ce que leur porte-parole compte faire. Il regarde le directeur et dit « Oui, il a conspiré avec le chef de Deep Blue, mais blessé et à bout de force, il a protégé les civils. » Si ce n'est pas ça un exécuteur, qui l'est? Fixant le chasseur, il crie « Quand Godot a semé le chaos, où étiez-vous » Le chasseur proteste, l'interrogateur le coupe. Si quelqu'un mérite une punition, c'est moi. On a traité Godot en supérieur, abandonné nos postes. Des chasseurs se lèvent, défendant Arata. Il parle de son courage, sa vie risquée, la défense du QG. Une fille dit « C'est un vrai chasseur, il a combattu pour nous et les citoyens. » Le directeur demande le calme, accepte la décision. Y a-t-il des objections? Il regarde Arata et déclare « L'association vous certifie exécuteur de rang bronze et vous serez pris en charge par la guilde Deep Blue, ce qui soulage Rai. » Elle regarde l'interrogateur, reconnaissante. Il l'a fait pour sa sœur sauvée et déteste de voir. Le grand gaillard ajoute « Protège les gens, sinon tu reviendras vite. » Verdict rendu, tout le monde célèbre. Arata réalise sa meilleure performance, passant en écran bleu. Le directeur passe au sujet suivant, punir les chasseurs, ce qui pourrait causer des problèmes à Rei et Léo. Notre héros marche dans les rues, libre. Il pense qu'il y a beaucoup à régler en regardant son certificat d'exécuteur. Le salaire est bon mais il ne s'en souciait pas. Puis il trouve des factures impayées. Il change d'avis. Il pense à sa mission quand une femme l'attrape par derrière. Elle l'étreint, dit qu'elle l'attendait et l'appelle son cher petit rat de labo. Arata la repousse, demande qui elle est. Elle l'attrape par le cou, veut le disséquer, elle est folle de lui. Il libère de la suie, la forçant à reculer et à lever une barrière, admirant ses muscles, ses veines et son cou. Elle bave, sort des aiguilles, dit qu'elle n'en peut plus. Elle saute sur Arata qui panique jusqu'à ce qu'un nuage la paralyse en l'air. Rai arrive, il s'y attendait. Suspendue, la femme demande si le directeur n'a rien dit. Agacée, elle répond que si. Elle devait le faire demain au labo. Arata demande qui elle est. Elle se présente, Maki Kaiho, directrice de l'Institut des exécuteurs. Le lendemain, à l'Institut, la folle et le gars à une corne se toisent. Elle est choquée d'entendre parler des failles et de Renya. Elle demande comment son corps se sent. Mal à l'aise, il dit qu'il ne sait pas. Soudain, des appareils s'accrochent au garçon. Il le soulève, l'attache à un cadre. Il réalise qu'il est fichu. Elle recommence à baver. Il la fixe, voulant fuir. Puis une voix robotique annonce « Début autopsie virtuelle ». Arata dit qu'elle est bizarre, mais son niveau est autre. Maki observe les données, les yeux brillants. Arata, lui, est terrifié. Elle explique qu'il est différent des autres exécuteurs, son corps a des traits démoniaques. Arata se libère et dit sentir quelque chose dormir en lui. Maki devient sérieuse. Son corps est peut-être la clé du royaume des démons. Arata a un bug. Elle lui demande s'il sait ce qu'est une faille démoniaque. Il dit que c'est un trou d'où sortent les âmes maléfiques, qui disparaît en tuant le boss.
Elle est d'accord, c'est comme un donjon temporaire, mais il y a plus, des structures anciennes, des êtres qui parlent notre langue, même des groupes organisés. En d'autres termes, ils ont leur propre monde, le royaume des démons, et les failles ne sont que des passages. Elle a une théorie, on doit pouvoir voyager vers ce royaume par une faille, et il doit la trouver. Arata réalise que ses capacités pourraient aider. Maki ajoute une dernière chose, en l'analysant, elle a trouvé des traces d'un autre en lui. Arata se demande si c'est Renya ou un autre. Elle conclut en lui disant d'être prudent car personne n'est jamais allé dans le royaume des démons. Arata, déterminé, dit savoir que c'est dangereux, mais l'inaction ne changera rien. La folle lui dit de se calmer. Il a un plan, il doit juste faire cracher la vérité à Renya. Fixant l'épée, il dit « S'il a besoin de moi, il ne peut pas me faire disparaître d'un claquement de doigts. N'est-ce pas ?» Il lui demande si elle fait des soins médicaux et chirurgicaux. Elle dit oui et Erada lâche un rot repoussant. Renya s'apparaît dans son subconscient, lui demandant s'il est idiot. Erada, silencieuse, lui demande s'il veut vraiment aller au royaume des démons. Le MC dit que ce serait le mieux pour lui, ce qui énerve Renya. Tu es faible, fais d'autres choses avant, et des restrictions l'empêchent de parler. Erada tire son épée, marre des esquives et des vagues paroles. La flamme violette rit, amusée par le culot du gamin, et veut jouer. Surpris, Arata voit Renya lever un doigt. Une vague de pouvoir tourbillonne autour de lui, inondant tout de suite. Il dit que c'est tout ce qu'il peut utiliser et se moque de la réaction du gamin. Puis il rit et crie « Si tu étais sérieux, prouve-le ici et maintenant !» Au milieu de cette énergie violette, Arata se tend, criant que Renya c'est une plaie. Avec un sourire diabolique, l'entité répond « Oui, ces restrictions sont une plaie !» Exigeant que le garçon montre sa propre puissance, Arata saute en l'air, lame en main, criant de dire ce qu'il veut. Renya commence à parler du royaume quand des chaînes apparaissent autour de son cou. Suiboy est choqué. La flamme parlante explique « Si tu veux savoir, tu devras briser cette restriction toi-même ». Au même moment, Arata lui lance une vague de suie. L'attaque rebondit sur son sort d'énergie maléfique. Il se moque de lui. C'est une attaque ou un éternuement. Je ne peux même pas me retenir. Boum, une autre restriction. Le gamin fatigué de ses atermoiements demande à quel point il est pathétique et Renya éclate de rire. Puis il s'élève dans les airs et ordonne « Montre-moi tout ce que tu as ou tu meurs ici ». Une pluie d'attaques s'abat sur Erada, le frappant dans le dos. L'entité semble déçue, disant qu'elle a attendu trop longtemps qu'il écoute enfin. Hirata, haletant, dit que ce n'était rien comparé à ce que son frère a traversé. Renya sourit, crée des lames derrière lui et dit « c'est mieux ». Et il les jette sur le MC, disant qu'à la fin, seule la suie doit rester. La flamme violette est surprise, elle regarde le gamin endurer, toujours debout, guidant la foudre de sa main. Puis il déclare « Si c'est le même pouvoir, alors je peux le contrôler aussi ». Et il crée des armes enveloppées de foudre et les lance sur l'entité. Renya est surpris mais dit qu'il peut faire la même chose, en mieux. De plus grandes lames apparaissent autour de lui, brisant les armes d'Arata. Elle fonce vers le gamin qui lève un bouclier renforcé, mais des lames le transpercent et le frappent, le mettant à cran. L'être rit, doutant qu'il puisse faire quoi que ce soit sans son pouvoir. Notre héros rassemble la suie autour de lui, formant une gigantesque épée sombre. Déçu, Renya dit « Tout ce que tu fais, c'est utiliser ma suie. Oh, » C'est ton coup final. Erada charge, se fondant dans le nuage de suie. Renya commente « Il essaie de me faire baisser ma garde. » D'innombrables lames entourent l'entité. La flamme dit que peu importe ses armes, il peut aussi les contrôler. Mais Arata surgit de derrière, au sein de la suie, manquant de peu de le frapper au cou. Le porteur de suie bloque l'épée, agacé, et disperse cette puissance. Mais la lame était de glace. Stout Junior tranche les chaînes de l'entité, la laissant sans voix. Arata révèle qu'il savait que Regnus ne contrôlerait pas l'eau. Regnus rit impressionné par la ruse. Sa main est devenue démoniaque. Renya dit « Prends mon pouvoir, deviens plus fort, le reste te revient. » Dans le monde réel, Arata était alité. Rei et Maki parlent, pensant qu'il est avec l'entité. Le gamin bouge et se réveille d'un coup. Il entend Rei l'appeler, dit qu'il va bien, que ses blessures ne font pas mal, mais sa maîtresse le coupe d'une gifle. Maki est stupéfaite, il se fige. Rei, ému, le prévient, plus jamais ça, Ichika aurait pu mourir. Arata s'excuse sincèrement, elle insiste, ne nous effraie plus, tu fais partie de ma guilde. Voyant son affection, il hoche la tête. Puis il ressent de la douleur. Des chocs parcourent son visage. Elle lui dit que la gifle n'était pas normale. Il inspire et lâche la bombe. J'ai réussi. Je sais comment aller au royaume des démons. Combat intense. Le directeur Femboy et Xian attaquent Arata. Avec ses yeux rouges, il doit atteindre le royaume des démons. 3 heures plus tôt, une réunion où le grand type recevait les infos sur le royaume. Léo demande si c'est vrai et pourquoi Regnus le partagerait. Arata sait que l'entité n'a pas menti mais il ne comprend pas. Rei le soutient et le type aux boucles d'oreilles demande comment y accéder. La maîtresse se tend quand Arata montre sa griffe démoniaque. Il explique que le seul moyen est de vaincre le boss d'une faille S, créer une faille dedans et la traverser. Tous sont choqués par cette faille en sa main. Fanboy est impressionné. Le directeur incrédule répète « classe S ». Shion dit qu'une faille A est une armée, une S est une catastrophe totale et rare. Léo s'effondre. Même si on sait y aller, c'est impossible. Arata se lève, mais Léo le coupe. Tu es trop faible pour une S.
Dogami explique qu'une faille S exige 2 chasseurs d'or et le taux de survie bronze-argent est 0. Le MC déterminé dit qu'il ira au royaume des démons. Avoir peur des failles et espérer que ça s'améliore, c'est absurde. Le directeur est d'accord, atteindre le royaume serait la première offensive de l'exécuteur, mais le problème demeure. Arata doit se renforcer. Shion propose le test de la minute de la mort et se porte volontaire. Rei est surprise, Léo dit que c'est obligatoire. Arata est nerveux, il ignore le test. Dogami explique une épreuve folle, affronter 3 volontaires de rang supérieur pendant 1 minute. La maîtresse s'inquiète pour son coéquipier. Le grand dit qu'une faille de classe S peut apparaître n'importe quand, pas de temps à perdre. Notre héros est d'accord, très sérieux. Un faisceau de lumière explose, retour au présent. Arata tombe, Shion demande s'il est vivant, le fanboy est impressionné. 10 secondes, ça c'est déjà bon pour un CV. Au bâtiment Deep Blue, Rai en tenue craque ses doigts. Le vrai entraînement commence. Arata est surexcitée et la gothique ronronne de bonheur. Elle explique que pour les compétences, l'imagination est clé, claire, nette, précise. Elle leur dit d'imaginer un whoosh, ce qui les déroute. Elle pointe le mur, leur ordonne de répéter une compétence de base 10 000 fois. S'ils ont le whoosh, ils verront le whomp. Ils frappent sans comprendre un mot. Des heures plus tard, ils sont épuisés. Rei leur dit de le faire 20 000 fois de plus. Choquée, elle dit « Quand tu penses ne plus pouvoir, c'est là que ça commence ». Des heures plus tard, ils sont à terre, exténués. Un jet d'eau fonce sur eux. Il réagit à temps, le dispersant dans l'air. Surpris, il active sa compétence, même épuisé. Rei apparaît, sourit du succès et dit que c'est ce qui décide si on vit ou meurt. Prochain entraînement, la guilde de Xian. Léo craque ses doigts et annonce « Aujourd'hui, on teste votre résistance à la pression ». Ils se figent, mais Léo ne leur laisse pas de répit. L'entraînement commence. Ces hommes allument des torches. Léo déclare qu'au milieu de ces flammes violentes et de cette chaleur étouffante, ils doivent rester concentrés. Il frappe le tableau, leur disant d'absorber les bases d'un vrai chasseur. Fairboy met ses lunettes et explique le but, analyser et garder son calme en situation extrême. Arata se plaint de la chaleur en lisant « Le professeur voit ça, lance une craie sur le gamin, lui hurlant de ne plus jamais dire ça. Il lui dit de se concentrer, même le sang bouillant. » Des heures plus tard, Arata est épuisé, Léo dit qu'il n'a plus rien à enseigner. Il réfléchit mieux sous une chaleur extrême. La veille du test, Arata s'entraîne seul dans la forêt, a le temps. C'est tout ce qu'il peut faire, dit-il, sous le regard du nombre. Au test, Shion, Dogami et Femboy se retrouvent, observés par Léo et Rei. Le directeur le prévient. S'il échoue, pas de faille de classe S pour lui. Le chrono démarre, Arata fonce. Déterminé, il pense tenir plus longtemps. Il crée un nuage de suie. Dans ces combats chaotiques, éviter les tirs amis est primordial. Femboy attaque mais réalise trop tard qu'il est immobilisé. Dogami voit Arata flanquer et lui envoie une pluie d'éclairs. Arata esquive reconnaissant le même schéma d'attaque. Le directeur, à genoux, est impressionné par l'adaptation rapide du gamin. Shion prédit son mouvement et lance un coup puissant. Une explosion retentit, la cible se désintègre. Elle est choquée. Il a créé un leurre si vite, Arata bondit, rassemble de la suie et tire sur les 3. Fanboy pense que le gamin a eu son moment, mais que c'est la fin. Puis il déchaîne des coups de vent qui explosent. De loin, Léo commente « 40 secondes, c'est un énorme progrès ». Les 3 se regroupent, disant qu'il n'a plus d'issue. Mais il remarque une faille, il est derrière eux, fatigué, son bras transformé. Il se souvient de l'entraînement, il a dépassé ses limites. Les 3 foncent pour l'achever sans pitié. Puis le MC sourit, une autre faille apparaît. Ils sont impressionnés par son évolution. Des explosions éclatent partout. Léo dit que 10 minutes sont passées. Rei n'a jamais vu ces 3-là si heureux. Après 32 minutes, Arata s'effondre, épuisé. Les 3 le regardent, admiratifs. C'était incroyablement amusant. Il lève le poing, heureux de sa victoire. Comme une grande sœur, Shion le prévient de ne pas être arrogant et de ne jamais baisser sa garde. Fanboy regarde par-dessus l'épaule d'Arata. Une créature saute, poussant un cri animal. La petite créature s'approche d'Arata et se blottit. Tout le monde se demande ce que son pouvoir a fait. Plus tard à l'institut, Maki examine la créature, expliquant que c'était un résidu d'avant. Le garçon dit que ça le calme. La scientifique suggère de lui donner un nom. Le garçon réfléchit, regarde la petite chose et décide de l'appeler Piggy, car c'est tout ce qu'elle savait crier. Après avoir dit au revoir à Maki, Rei suggère un endroit. Elle les traîne à un barbecue. Arata se demande pourquoi ils sont tous là. Léo explique qu'il fêtait et devait décider d'un truc important. Shion le renvoie pendant qu'il jongle. Elle s'approche et lui demande s'il ne préférerait pas rester avec sa grande sœur dans la faille. Rei intervient, l'éloigne et dit qu'elle est trop vieille pour être grande sœur. Shion riposte, lui rappelant que Rei s'accrochait au gamin. Léo voit les étincelles et leur dit d'arrêter. Dagami finit son verre, le claque sur la table attirant l'attention. Si une faille S apparaît, ils doivent décider qui y va. Pour le protocole et les capacités d'Erada, une seule personne l'accompagnera. Fanboy menaçant dit qu'Erada doit choisir. Ishika vole la nourriture d'Erada. Xion, aguicheuse, grande sœur le protégerait. Léo rappelle qu'il fut le premier à combattre. Fanboy, le premier à voir son potentiel. Dogami dit qu'une faille si énorme ne le dérangerait pas. Ryun ferme les yeux. Elle connaît la réponse d'Erada. Tout le monde fixe Erada, le rendant mal à l'aise. Il prend une profonde inspiration. Il a compris, il va choisir. Dehors, on se dit au revoir.
Erada dit s'être senti exécuteur et remercie Rai. Tous étaient curieux de lui, c'est tout. Il était heureux de se sentir en famille. Longtemps, son frère fut son seul allié. Il veut devenir plus fort pour protéger les siens. Re est touché. Hirata demande si ce n'est pas l'opposé de chez elle. La maîtresse est gênée. Elle est nulle en orientation. Ils rient et partent. Après le test d'Erada, tous attendaient une faille S. Chacun a repris sa routine, mais une ombre sinistre rôdait dans l'association. En prison, Goto fixe un être mystérieux de la faille. Quand il s'approche terrifié, il reconnaît ce visage. Des mois passent. Une femme annonce « Faille S détectée dans le bloc 6 de Shintani ». Dogami appelle Arata. Le jour est enfin arrivé, il compte sur lui. Près de la faille, quelqu'un s'approche du garçon et dit « Ça y est, c'est là » et lui dit de ne pas mourir. Fanboy est son partenaire d'attaque. La vidéo se termine ici. Pour ne pas manquer la suite, activez la cloche. À la prochaine sur TOBS.